fait, dans l'entreprise, vous prenez vos salariés pour des enfants, vous les traitez comme des enfants et vous voyez pas qu'ils sont capables d'être autonomes, qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses tout seuls. À partir de maintenant, il y a 5 choses qui vont changer fondamentalement. La première, c'est que vous prendrez des congés autant que vous le souhaitez. La deuxième, c'est vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez quand vous voulez. Il n'y a plus de titres comme chef, capitaine, etc. Et puis le dernier, c'est celui qui sait combien il doit gagner, qui est le mieux placé pour savoir ça, c'est celui qui travaille. Donc c'est vous qui allez décider de votre paye. Vous êtes tarés, vous êtes des rêveurs, ça marche pas, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Quand tu obtiens cette solution-là, t'avances. Et t'avances dans la relation. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est que la relation avec l'autre personne, elle va changer. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Pourquoi ? Pour tout miser, faire tapis en gros, pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent. Non, pour ceux qui n'auront pas su s'adapter, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible. Et si on a des concurrents très agressifs, ça pourra aussi être plus compliqué. Ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment travailler tous les jours pour s'adapter. Mon job, c'est de tuer mon job. C'est-à-dire que chaque jour, quand je fais quelque chose, je me dis comment est-ce que je pourrais faire pour que demain, ce soit pas moi qui le fasse. Sur ton lit de mort, tu regretteras jamais de ne pas avoir passé assez de temps au boulot. Tu regretteras tout le reste. Donc, travaille moins. Le temps avec tes enfants est ce qu'il y a de plus précieux et ça passe très vite. Accompagne-les et passe du temps avec eux quand ils ont besoin de toi. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. Pour ceux qui ont raté l'épisode, les geeks des chiffres, ce podcast a un nouveau nom aujourd'hui, Counter. Je vais à la rencontre des meilleurs acteurs de l'écosystème comptable et financier pour vous apporter à la fois des masterclass concrètes pour développer vos compétences, mais aussi pour apprendre des histoires de chacun de mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Doillon. Arnaud, c'est une personne humble, avec laquelle j'ai entendu beaucoup de bonnes choses dans l'écosystème comptable et financier. Pour vous pitcher rapidement son parcours et son histoire, Arnaud, ça fait plus de 20 ans, il est dans le game de l'expertise comptable et il a créé plusieurs projets, à la fois Number, qui est un cabinet, un réseau de cabinets avec 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, un outil technologique Time, qui aide les cabinets comptables et les collaborateurs et les entrepreneurs à fluidifier la gestion de la comptabilité et de la production. Donc ça, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une croissance de 100% par an. On va en parler aussi beaucoup dans cet épisode. Il y a aussi une petite partie pédagogie dans ton histoire où tu as co-créé ou cofondé un lycée et collège avec des taux de réussite de 100%, que ce soit au brevet ou au bac. Arnaud, je suis très heureux de t'accueillir dans cet épisode. Nico, je suis très heureux d'être là. Écoute, merci de m'accueillir. On a un bon programme aujourd'hui. Alors, habituellement, je préparais pas mes épisodes, mais là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. 3 parties dans cet épisode. J'aimerais qu'on apprenne quelque chose de ton histoire, quelque chose d'extrêmement important. Une douleur aussi qu'on peut avoir dans l'écosystème comptable et financier, c'est le management. Toi, le management, tu l'as beaucoup poncé, beaucoup étudié. À la fin de cet épisode, je vous montrerai aussi un livre que Arnaud m'a gentiment rapporté aujourd'hui comme ressource pour permettre de développer ses compétences là-dessus. Mais aussi, il y a des événements dans ton histoire qui ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. On en parlera. Et à la fin, j'aimerais avoir ta lecture sur la vision de la comptabilité avec tous ces acteurs technologiques qui arrivent, Indie, Legal Place, entre autres pour ne citer que ça, et puis Conto aussi, et tous ces systèmes de rachat qu'on peut avoir. Et puis à la fin, on partira sur une petite surprise que j'ai. On a demandé des questions à la communauté directement sur Instagram. Et donc, ils ont plein de questions à te poser. Je sélectionnerai quelques questions pour te les poser. Ça te va ? C'est parfait. Top. Alors, premier élément, on va parler, Arnaud, de la méthode Gordon en management. Alors, raconte-moi un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a pu transformer dans ta vie d'entrepreneur. Moi, le management, j'ai commencé par ça, j'allais dire, parce que, comme ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, au départ, je suis ingénieur, j'ai commencé ma carrière chez Peugeot, et chez Peugeot, il y a une caractéristique, c'est qu'ils mettent les jeunes ingénieurs très vite en situation d'être manager, donc à 24-25 ans, et je me suis retrouvé à manager 200 personnes chez Peugeot, avec énormément de formation de management, et donc, ça m'a permis de pas mal apprendre, et en fait, j'ai pris, donc j'ai 5 enfants et j'ai travaillé un petit peu sur comment faire pour être un meilleur père, pour avoir une relation qui soit meilleure avec eux. Et puis je suis tombé sur un bouquin qui est le bouquin de Thomas Gordon, qui est un best-seller, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en même temps, je me suis dit,
En lisant le bouquin, il n'y a pas assez d'infos. Enfin, je vais pas y arriver juste en ayant lu le bouquin. Donc, faut que j'essaie d'aller un petit peu plus loin et de suivre une formation. J'ai suivi une formation, j'ai trouvé ça excellent, mais à nouveau, j'arrivais pas à résoudre tous les problèmes que j'avais dans la relation avec mes enfants à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc, je suis allé plus loin pour devenir formateur. Et en fait, ça a absolument tout changé. Tout changé dans la relation avec mes enfants. Ça fait plus de 10 ans que je fais des formations par an. Euh, et, euh, et ça fait plus de 10 ans que j'ai jamais puni un de mes enfants. Ça n'existe pas dans notre famille. Que notre relation est hyper bonne et que ça se passe, mais vraiment de façon assez incroyable, notamment aussi en regard à ce qui était avant. Ouais. Où moi j'étais un père comme j'avais été élevé, quoi, hein, un petit peu À la un petit dure, peu à quoi. l'ancienne, un petit peu à la dure, Tu exactement, m'étonnes. tu vois, tu punis les enfants. Et je m'étais assez vite rendu compte de l'impasse dans laquelle j'étais et que ça fonctionnait pas du tout. Et, Mmh. et voilà. Et donc ça a vraiment tout changé dans ma relation avec les enfants et dans le fonctionnement en famille, mais d'une façon absolument magique. Donc je remercie tous les gens qui m'ont formé et notamment Nathalie Reinhardt qui est la boss de Gordon en France. Et si vous avez l'occasion de faire des formations avec elle, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai vraiment énormément appris. Et quasiment dans le même temps, j'ai commencé à m'intéresser aussi au management en entreprise, de entreprises libérées. Tu vois, c'était un peu le même temps, entreprises libérées, Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Et, et en fait, ce que Isaac Getz il dit, c'est en fait, dans l'entreprise, vous prenez vos salariés pour des enfants. Vous les traitez comme des enfants et vous voyez pas qu'ils sont capables d'être autonomes, qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses tout seuls. Ah, ça, c'est le constat, ça. On les Ouais, voit comme des enfants. exactement. Ok. C'est le constat. L'employeur, le chef, il traite son salarié comme si c'était un enfant. C'est-à-dire, il lui dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, je vais te punir, je vais te sanctionner, etc. Ce qu'il dit, c'est pas des enfants. Regardez-les le Mmh. week-end, vos salariés, ils sont directeurs d'associations, présidents d'associations, ils prennent des initiatives, ils sont capables de plein de choses. Et là, dans l'entreprise, vous les mettez dans des rôles, vous les punissez, voilà. Et je me suis dit, mais c'est vrai, et les ressorts sont exactement les mêmes, en fait. Hein. C'est-à-dire Mmh. que Thomas Gordon avait d'ailleurs aussi beaucoup travaillé sur le management. Et en fait, le fonctionnement, c'est pareil. Tu dis, mais si avec les enfants, avec mes enfants, j'arrive à ce qu'ils soient autonomes et à pas les punir à tout bout de champ ou à faire à coups de carottes, de bâtons, faudrait que tu fasses ceci, Ah, je de vois. sanctions, de punitions. Et forcément que ça marche avec des adultes en entreprise. Évidemment, ouais, ça m'a paru évident. Et donc, je me suis dit, ben, on va le faire dans l'entreprise. Alors, bah, évidemment, tu vois, ça fait 20 ans que je fais du management, ça fait 20 ans que des incentives, ce système, je l'ai usé jusqu'à la corde, tu vois. Et je me suis rendu compte vraiment en 2016-2017 que ça marchait pas du tout. Donc, en 2017, j'ai pris une décision radicale, c'est de dire que plus rien dans notre boîte serait jamais comme avant. Et donc, j'ai vu tout le monde pour dire, à partir de maintenant, il y a 5 choses qui vont changer fondamentalement. La première, c'est que vous prendrez des congés autant que vous le souhaitez. La deuxième, c'est vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez quand vous voulez. Il n'y a plus de titres comme chef, capitaine, etc. Et puis, le dernier, c'est celui qui sait combien il doit gagner, qui est le mieux placé pour savoir ça, c'est celui qui travaille. Donc c'est vous qui allez décider de votre paye. Donc voilà, on est parti comme ça. Et alors évidemment, on a été complètement tarés. Tu m'étonnes. C'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Alors évidemment, ça ne s'est pas forcément passé parfaitement au début. On a eu quelques difficultés, on a dû itérer. Le système a évolué de façon dans tu vois, les différentes entreprises de façon différente d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on a énormément de liberté, ça fonctionne hyper bien. Chaque entreprise a sa culture. Je peux pas te dire on est vraiment une entreprise libérée entre guillemets en mettant une étiquette. On est plusieurs entreprises qui ont plusieurs cultures différentes, avec beaucoup de liberté. L'enjeu, c'est que chacun ait la liberté de faire ce qu'il pense bon pour l'entreprise. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, tu vas me dire, ouais, ça marche ou pas, ton truc? En fait, les résultats sont plutôt bons. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, à l'époque, on faisait 20 millions sur Number. Aujourd'hui, on est à 80. La renta, elle a progressé. On est passé de 20 à 30% de BE. Donc, c'est mieux. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Donc, ça marche et globalement les gens se sentent bien dans l'entreprise et plutôt mieux qu'avant. Donc voilà, c'est
évolution dans notre façon de gérer l'entreprise et de gérer les relations entre les gens, entre les équipes. Et voilà, moi je trouve que ça marche super bien. Alors, évidemment, ça prend du temps. Évidemment, ça suppose d'avoir beaucoup de, tu vois, d'avoir le truc vraiment ancré, parce qu'il y a des moments durs, hein. Il y a des moments difficiles. J'avais eu Isaac Getz au téléphone qui m'avait dit, il faut que tu aies conscience que ça va pas être un chemin pavé de roses. La bascule, ce changement de dire, à partir de maintenant, on change tout. Et effectivement, ça l'a pas été, hein. On a eu 1 ou 2 ans avec des hauts et des bas. Et donc, il faut, à chaque instant, il y a des gens dans la boîte qui disent, non, faut qu'on revienne à l'ancienne, faut qu'on mette des incentives, etc. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir quand Max Dig fait un post dans lequel il dit qu'il n'y a pas d'incentive chez nous, sur LinkedIn, comme il y a énormément de gens qui lui disent, mais vous êtes tarés, vous êtes des rêveurs, ça marche pas, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et c'est assez étonnant de voir comme les gens ont l'impression qu'en fait, pour faire avancer des humains, il n'y a qu'un truc qui fonctionne, c'est la carotte, l'argent, voilà, des primes. Voilà. Comme si c'était ce qui passionnait les gens. Alors qu'il y a énormément d'études qui prouvent exactement le contraire, en fait. Il y a un bouquin de Pinkman qui dit exactement le contraire. D'ailleurs, ça marche pas. Ça marche au début, mais ensuite, ça marche pas. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il prend, c'est des gamins qui jouent au foot et qui emmerdent un petit vieux il joue au foot sous ses fenêtres et ça l'emmerde. Et le gars, il leur donne l'argent et il leur dit... J'adore quand on joue au foot, franchement, je trouve ça top, je vous donne de l'argent. Le lendemain, ils reviennent, ils jouent au foot, et il leur donne encore plus d'argent. Pourquoi tu nous donnes plus d'argent ? C'est l'inflation, c'est vraiment de mieux en mieux ce que vous faites. Troisième jour, il leur donne encore plus d'argent. Et puis après, le 4e jour, il leur donne moins d'argent. Ils disent, mais pourquoi tu nous donnes moins d'argent ? Ah ouais, bon, franchement, c'est peut-être un peu moins. Ouais, non, on va pas s'emmerder à jouer au foot pour aussi peu. Et ils arrêtent. Okay. Voilà. Donc, tu vois, comment tu fais perdre la motivation aux gens ? Tu leur files de l'argent et des primes et des incentives. C'est comme si c'était devenu un espèce de standard dans l'esprit de quelqu'un. Ouais. Genre, t'as 1000, et puis la prochaine fois, il te faut 1500. Et puis après, c'est 2000. Et en fait, ton standard à toi, ça devient 2000. Exactement. Et quand tu as 1000 euros, tu te dis, c'est nul, en fait. Exactement. Et donc, la question d'après, c'est oui, mais alors attends, les gens dans votre boîte, ils ne sont pas payés ? Bah si, ils sont payés. Et c'est même eux qui choisissent leur paye et leur prime. Donc, tu vois, ils n'ont pas de raison d'être malheureux. Alors, je te dis pas que ça, c'est un point qui a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais parti en mode vous choisissez, c'est totalement libre. C'était en décembre 2017. Peu de temps après, on arrive à Noël, soirée de Noël, les techs chantent les rois du monde et ils remplissent le formulaire dans lequel ils doivent mettre leur future paye. Et certains se prennent 30, 40, 50% d'augmentation. Et là, je me dis, ça va être chaud, quoi. Donc j'ai réuni tout le monde en janvier pour leur dire, bon, il va falloir qu'on mette quelques limites. Et les limites, c'est il faut au moins une personne dans l'entreprise qui valide la rémunération, n'importe laquelle. On est passé à 2, et puis un petit contrôle des RH. Donc, on a quand même mis quelques limites, mais c'est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est moins de 5% des cas qui sont revus par les RH, et sinon, les gens choisissent leur paye. Donc, oui, s'ils ont très bien travaillé, et qu'ils estiment qu'ils ont très bien travaillé, c'est eux qui l'estiment. Ils disent, je vais prendre une prime, ou je vais prendre une augmentation. Donc oui, il y a des primes et des augmentations, mais c'est pas décidé par un employeur ou par, que sais-je encore, ou par des grilles. C'est eux qui décident. Et c'est ça qui est fort. C'est eux qui choisissent leur salaire. Hyper clair. On va faire un petit flashback en arrière. Du coup, tu as 24 ans. Tu te retrouves à manager 200 personnes. Ouais. Déjà, comment tu vis ce moment où tu sens que tu vas... là, c'est pas un petit job, là. C'est pas un petit taf. C'est quoi ta première émotion et quelles sont les grandes difficultés auxquelles tu fais face ? Sachant que tu bosses dans une boîte, donc tu es aussi contraint par ta propre hiérarchie. Ouais, exactement. Alors, chez Peugeot, c'est assez bien fichu et tu as un espèce de parcours dans lequel tu es ouvrier pendant 1 mois. Ensuite, tu es chef d'équipe pendant 6 mois. Donc, j'ai été chef d'équipe d'une vingtaine de personnes pendant 6 mois, ce qui te donne une première expérience de management. C'est celle-là qui est presque la plus compliquée. C'est où tu deviens chef la première fois. Puis ensuite, au bout de 6 mois, tu encadres une dizaine de chefs d'équipe qui chacun ont une vingtaine d'ouvriers. Et finalement, le passage j'allais dire de 20 à 200, c'est pas tout à fait de 20 à 200, c'est de 20 ouvriers à 10 chefs d'équipe. Ah oui, d'accord. Puisque c'est les 10 chefs d'équipe qui managent chacun 20 ouvriers, il est presque plus facile parce que manager des chefs d'équipe qui ont un BTS, qui gèrent une carrière, c'est presque plus facile que des ouvriers qui parfois ont une motivation qui est pas toujours au top parce qu'ils savent qu'il peut pas leur arriver grand chose. Donc là, le management en tant que chef d'équipe, c'était un sacré challenge. Mais après, on est hyper accompagné, hyper encadré chez Peugeot et franchement, je l'ai vécu de façon assez naturelle et ça s'est assez bien passé. D'accord. Alors, donc du coup, en fait, au début, quand tu expliquais, il y a ce lien entre à la fois Peugeot, mais aussi le lien avec toi, tes pères de famille. Et finalement, on a l'impression que tu as envie de bien manager ton équipe et la famille que tu as créée avec ton épouse aussi. Tu dis que tu n'as jamais fait de punition à tes enfants. Je pense que là, on est sur une masterclass depuis 10 ans.
Euh, Comment t'as fait? Tu vois? Ou c'est quoi les éléments que tu as mis en place justement pour arriver à cet objectif-là? Là, je Ouais. pense que ça peut parler à n'importe qui, Ouais. qu'il soit comptable ou pas, tu vois? Ouais, alors, je vais faire en très bref Yes. la méthode Gordon, mais je t'encourage et j'encourage tout le monde à aller plus loin en lisant le bouquin et en assistant aux formations. Mais en très bref, l'enjeu, c'est d'abord de se dire que chacun a des besoins et on va essayer de respecter les besoins de chacun. Donc, la personne qui est en face de toi, je vais te donner un exemple. Tu as un conflit de besoins, c'est-à-dire tu as besoin de la voiture ce soir et ta femme, elle a aussi besoin de la voiture. Donc vous avez tous les deux besoin de la voiture. Potentiellement, vous n'êtes pas d'accord, ouais, j'ai besoin de la voiture, c'est important parce que j'ai un truc important au boulot, ouais, mais moi, il faut que j'aille absolument chez le médecin, c'est hyper important parce que voilà. Bon, donc, tout le monde a un truc hyper important à faire et a besoin de la voiture. Donc ça peut partir en vrille assez facilement. Ah, tu On voit m'étonnes. bien le truc qui peut partir en vrille assez facilement. Et donc, si chacun commence à dire, ok, je vais t'écouter, quel est le vrai besoin? Donc, on dit peler l'oignon, hein, essayer de voir quel est le besoin. Okay. Donc, tu as besoin d'aller à tel endroit à telle heure et de revenir. Donc c'est ça ton vrai besoin, c'est d'être à tel endroit. Ou c'est peut-être même de voir telle personne que tu pourrais faire potentiellement autrement ou un autre jour. Mais on va affiner ça. Et l'autre a besoin d'aller chez le médecin, à nouveau, de se déplacer à telle heure. Donc peut-être que il y a une autre solution. Peut-être que je peux te déposer. Peut-être que quelqu'un peut te raccompagner. Tiens, j'ai entendu qu'un tel revenait. Donc la solution, on va essayer de poser, de s'écouter chacun pour savoir quel est le vrai besoin, celui qui est fondamental. Mmh. Et donc, ça demande parfois beaucoup d'écoute parce que le vrai besoin, il est parfois un peu caché. C'est pas toujours évident. Donc, chacun doit s'écouter avant de commencer à se juger, à s'invectiver, etc. Chacun écoute l'autre jusqu'à ce qu'on obtienne l'équation de besoin. L'équation de besoin, c'est quel est vraiment le besoin, pas Ouais, ta solution. Tu ouais, vois, je ma vois. solution, c'est je prends la voiture. Mais ton besoin, c'est de te déplacer de 20 km ce soir à 19h. C'est Hyper pas clair. exactement la même chose. Ouais, c'est hyper clair. Donc ça veut dire que, par exemple, si je prendrais un espèce de cas d'usage, j'ai besoin d'aller voir, telle personne. Mhm. Mais en fait, peut-être le besoin, c'est pas d'aller voir telle personne, c'est genre, j'en ai marre d'être dans la maison Ouais. et ça me saoule et en fait, c'est Exactement. pour ça que je vais voir cette Exactement. personne. Exactement. J'ai OK. peut-être juste besoin de prendre l'air. OK, je vois. Et je sais pas comment te le dire. Ça peut être exactement ça. OK, je vois. Et donc, une fois que tu as défini quel était le besoin profond de chacun, mais pour ça, il faut s'écouter. C'est-à-dire que, et pour s'écouter, faut à la fois écouter l'autre, Faut donc de limite. s'oublier un peu, Ouais. et en même temps ne pas Ouais. s'oublier totalement. Parce que quand tu travailles beaucoup l'écoute de l'autre, et ben parfois tu en oublies tes propres besoins. Donc une fois Mmh. que tu as écouté l'autre et ses besoins, tu affirmes les tiens. Donc c'est de façon Trouver le à juste équilibre. Exactement. Et une fois que chacun a compris qu'il allait écouter l'autre, bah, l'équation de besoin, elle découle assez facilement. Une fois que tu as l'équation de besoin, tu lises toutes les solutions qui pourraient exister. Et donc, c'est vraiment une forme d'inventivité sur tout ce qui pourrait exister pour résoudre le problème sans perdant. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de perdant. Et à la fin, tu trouves une solution qui appartiendra vraiment aux deux personnes, qui sera une solution gagnant-gagnant ou sans perdant. Et quand tu obtiens cette solution-là, bah, tu avances. Et tu avances dans la relation. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est que la relation avec l'autre personne, elle va changer. Et en fait, bah, bon, tu as le sujet avec des enfants classiques. On part à l'école et il fait froid et tu veux qu'ils mettent un anorak et lui, il veut pas en entendre parler. Et il est 8h25, il est l'heure de partir à l'école, tu vois. Je vois. Comment je fais? Je vois bien. Et tu t'imagines pas que ta fille parte à l'école en pull alors qu'il fait 5 degrés dehors. Et donc là, tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Et donc potentiellement, ça va être compliqué. Donc le conseil que je donne, c'est de commencer à changer la relation quand tu as du temps et quand la situation elle est simple. Et tu résoudras ces problèmes-là quand la relation elle aura évolué. Mais le truc, si je reprends cet exemple du manteau pour l'école, tu vas écouter ta fille. Tu lui dis, il faut que tu mettes ton manteau parce qu'il fait froid. Tu dis, non, je ne vais pas mettre mon manteau. Mais si, il fait froid. Donc si tu commences comme ça, tu vas pas t'en sortir. Tu dis, mais tu commences à l'écouter. Ah, tu veux pas mettre ton manteau. Non, il est pas beau. Indice, le manteau, il est pas beau. En fait, c'est pas le fait de mettre un manteau qui lui pose problème, c'est qu'il est pas beau. Ah, tu trouves que le manteau, il est pas beau. Non, les copines, elles se sont moquées de moi Ah oui, je vois. à l'école hier à cause de mon manteau, parce que ceci, cela, il est pas à la mode, machin. Donc là, on avance. OK. Et peut-être que tu vas trouver dans ta garde-robe, dans ses affaires, un manteau peut-être un peu plus léger. Ah oui, celui-là, je veux bien le mettre. Tu vois, le problème, c'était pas de mettre un manteau, c'était ce manteau-là. En l'occurrence, c'est pour te donner un mais exemple. Et ce problème, tu peux le résoudre. Ça peut prendre du temps pour le résoudre au début. Et puis, plus ta relation avec ta fille, elle va évoluer, elle va s'améliorer, plus la résolution de ce problème sera rapide. Et en 3 minutes,
tu vas résoudre les problèmes parce qu'elle sait que tu vas l'écouter. Elle sait que vous allez trouver une solution. Et en 3 minutes, vous allez trouver une solution gagnant-gagnant au problème. Et ça passe par une évolution de la relation. Donc, à chaque fois que tu résous un conflit sans perdant, tu changes la relation et la fois d'après sera plus simple. Tu vois, on me dit toujours, mais ça prend des plombes. Non, ça prend des plombes au début. Quand la relation, elle est tendue, quand la relation, elle est compliquée, quand il n'y a pas la confiance, quand ta fille elle a l'impression que tu ne vas pas l'écouter. Et plus elle se sentira écoutée, plus ce sera facile. Hyper clair. Donc ça, c'est éplucher l'oignon et identifier le besoin. Exactement. Précis. Donc ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, on peut aussi vraiment répliquer ce modèle, entre guillemets facilement. Après, il faut peut-être juste le faire à l'échelle parce que peut-être qu'aussi, quand tu as une boîte de 10 personnes et une boîte de 100 personnes, identifier les besoins de chacun, comment tu arrives à scaler ou créer l'échelle justement de ce management et de cette écoute? Alors, l'enjeu, c'est de former un maximum de monde dans l'entreprise, parce qu'après, ça se diffuse assez facilement. C'est-à-dire que l'être humain a la capacité d'absorber et de voir le comportement des autres, un peu comme une éponge. Donc, quand l'entreprise, il sent qu'elle est bienveillante, naturellement, il va se mettre à ce mode de fonctionnement. Et donc, alors, nous, on a formé beaucoup de monde dans l'entreprise. Il y a plus de 20 personnes qui sont formateurs, Gordon. Je pense qu'on est peut-être l'entreprise du monde où il y en a le plus, qui sont donc formateurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout le cursus de formation et il y a plus de 200 personnes qui ont suivi la formation de base. Et donc, ça fait énormément de monde qui est formé dans l'entreprise et qui va savoir que, OK, quand on a un problème, quand on a un conflit, ça arrive. Tous les jours, on n'est pas d'accord, et ben, en s'écoutant réciproquement, on va vraisemblablement trouver une solution. Et donc, voilà, c'est par la formation que ça... Hyper clair, en fait, ça se diffuse à chaque échelle, en tout cas, à chaque niveau hiérarchique, entre guillemets, parce que j'ai compris que la hiérarchie, c'était pas tout à fait des chefs, mais en tout cas... Et du coup, en fait, toutes les personnes sont imbibées de cette culture de boîte, et du coup, en fait, que ce soit un junior ou un senior dans l'entreprise, tu mets au même niveau de communication les gens, et du coup, tu crées vraiment de la fluidité. Il n'y a pas d'inertie, en fait. C'est ça. Très clair. OK. Alors, du coup, sur les autres étapes de la méthode Gordon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut dérouler? Alors, les autres étapes, la méthode Gordon, c'est ensuite les conflits de valeurs. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, parce que ce serait un peu plus compliqué. Problème de valeur, c'est par exemple la religion, etc. Et là, ce que nous dit Gordon, c'est en gros, je fais simple, il n'y a pas vraiment de solution. Et il n'y aura pas de problème si chacun accepte l'autre tel qu'il est dans sa différence. Très clair. De la vraie acceptation, ne se force pas à l'accepter, et surtout si la relation, elle est bonne. C'est-à-dire que la relation que tu as travaillée grâce aux conflits de besoins, qui sont simples à résoudre, tu vas pas la dégrader au moment où tu auras des valeurs qui seront différentes. Mais c'est une méthode qui est assez simple. Gordon, il estimait qu'il était dans de la vulgarisation. Hein. C'est quelqu'un qui a été proposé 3 fois pour être prix Nobel de la paix, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc c'est un grand psychologue humaniste du XXe siècle, un élève de Carl Rogers. Au même titre que Marshall Rosenberg, qui est un autre élève de Carl Rogers, hein, c'est la communication non violente. Là, c'est une qui est un peu plus connue que la méthode Gordon. Et donc, il estimait que c'était vraiment de la vulgarisation. Donc, tu vois, c'est un truc très simple où le cursus pour les parents, c'est 24 heures de formation pendant lesquelles tu as déjà vraiment des outils qui te permettent de changer beaucoup de choses. Très clair. C'est vrai que... Ah oui, d'accord. Je vois bien cette autre étape. Il y a le problème, mais il y a aussi le schéma de croyance. Et le fait d'avoir des croyances différentes, elles peuvent créer des problèmes si on ne l'accepte pas. En revanche, si on l'accepte, en fait, il faut accepter la personne telle qu'elle est. Et du coup, tu crées encore moins d'inertie dans la relation avec les gens. Et tu crées... En fait, j'arrive aussi à comprendre comment, dans une entreprise, tu peux augmenter la rentabilité d'une boîte parce qu'il y a du temps qui n'est pas perdu. En fait, ce temps, genre 10 minutes dans une boîte, ce n'est pas les mêmes 10 minutes dans une autre, quoi. Tu peux avoir 10 minutes à trouver des solutions et à progresser, et puis 10 minutes à trouver comment je vais parler à l'autre parce que c'est galère, parce qu'on ne se comprend pas, etc. Tu vois. C'est ça. Il n'y a rien de pire dans les entreprises que les conflits entre les équipes d'entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu chez Peugeot mais tous les jours, quoi. C'était avec un système de punition, en fait. L'enjeu, il y avait un gars, alors ça, c'était dans mon premier stage chez Peugeot à Sochaux. Un gars, il était surnommé le Panou. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, sur une chaîne de production, tous les jours, il y a des problèmes. L'enjeu, de savoir qui c'est. Et ça va potentiellement mal se passer pour celui qui est responsable du truc. Donc, tout le monde dit « Ah, c'est pas nous ». Donc, c'est jamais la qualité, c'est jamais la production, c'est jamais la maintenance. Donc, c'est très compliqué de savoir qui est responsable. Et bien souvent, il y a...
c'est une conjonction de facteurs, il y a un peu de pas de chance, etc. Mais quand tu es dans une boîte où le jour où il y a une grosse panne et où tu perds une quantité importante de voitures, ce qu'on appelle donc de production, et où tu sais qu'il y a vraisemblablement une tête qui va tomber, chacun défonce, chacun essaie de sauver sa peau, quoi. Et là, l'ambiance, elle est vraiment pas bonne, quoi. Et donc, quand dans une entreprise, c'est comme ça, mais c'est parfois des guerres internes terribles pour arriver à ce que ce soit pas de sa faute, quoi. Et donc, ça, c'est hyper contre-productif dans les entreprises. Et bien sûr, d'une certaine taille, hein. Mais quand les gens se tirent dans les pattes et ont l'impression que leur adversaire, leur pire adversaire, c'est pas le concurrent, c'est dans l'entreprise elle-même. Et là, tu perds des productivités énormes. Donc, il y a un vrai enjeu pour une entreprise d'avoir une vision et à ce que tout le monde connaisse la vision et se dise que on avance dans cette direction-là. Contre nos concurrents, il y en a assez pour pas en trouver en interne. Très clair. 2017, c'est un événement charnière où tu te dis on change tout. Je reprends les congés limités, tu peux travailler où et quand tu veux, il n'y a pas de chef, c'est toi qui vas décider combien tu gagnes. Pourquoi tu as fait ce switch à ce moment-là? Ça a été quoi l'événement déclencheur qui t'a dit là, il faut vraiment qu'on change? Qu'est-ce qui avait, entre guillemets, mal été fait par le passé qui a permis de mettre vraiment maintenant cette nouvelle organisation de travail? Alors, l'élément déclencheur, c'est qu'on avait du mal à recruter. Et donc, je me penche sur la question pour qu'on n'arrive pas à recruter. Et donc, je me dis, c'est peut-être l'équipe RH qui n'a pas les bonnes méthodes. Ou qui fait, donc, voilà. Je regarde, je me penche avec eux sur la question, je fais venir des consultants. Non, votre équipe fait un super boulot, il n'y a pas de problème. Donc, le problème ne vient pas de là. Et je creuse. Et en fait, je vois que notre grille de salaire, on n'avait pas de grille absolument stricte, mais quand même un truc qui ressemblait. Et en fait, quand les équipes en place, elles ont un certain salaire, tu peux difficilement embaucher quelqu'un avec la même formation et potentiellement moins d'expérience, un salaire plus élevé. Sauf que si le marché il est plus élevé à ce moment-là, tu peux pas embaucher. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que les salaires de tes équipes sont trop faibles. Tu peux plus embaucher. Et donc, c'était ça, la cause. Et pourquoi les salaires sont trop faibles? Et à l'époque, j'avais pris pas mal de recul dans le management de l'entreprise. Et en fait, il y avait des incentives. Et je me suis rendu compte que pour respecter les incentives, certains managers, les incentives qui étaient basés grosso modo sur la marge. Donc la marge, c'est le chiffre d'affaires moins la masse salariale, grosso modo. Et donc en fait, en payant moins les équipes, il y a plus de marge. Et donc c'est la dernière fois qu'il y a eu des incentives dans notre entreprise. Parce que je m'attendais à tout, sauf à ce qu'on puisse tendre les salaires pour respecter des objectifs et finalement avoir des incentives. Et donc là, ça a été vraiment un élément déclencheur qui me dit non, c'est plus possible. Cette fois, c'est vraiment plus possible. Il faut qu'on arrête ça, absolument. Très clair. Donc, il y a ce switch et donc vous partez sur ces 5 piliers. Comment les équipes en place prennent cette nouvelle? Ils se disent il a craqué ou c'est vraiment waouh, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est comment eux ils l'ont pris. Et même les RH, tu vois, j'imagine que là les RH avec une culture aussi cabinet, une culture des RH, ça a été quoi un peu leur idée à eux? Alors les RH ils m'ont fait une gueule, mais il est complètement fou cette fois. On l'a perdu, je crois. C'est vraiment ça. Alors après, donc ces 5 piliers qui en réalité sont pas les bons. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quand même que ce qui fait qu'on va être heureux dans son job, c'est qu'on est content de son job et qu'on a envie de le faire. Oui. Et donc là, finalement, tu vois, on parle de 5 trucs qui sont en dehors du boulot. Ouais, je suis d'accord. Donc on n'est pas vraiment dans le boulot. Le salaire, ça, c'est ce qui est, c'est la contrepartie, donc c'est pas le job à proprement parler. Et en fait, l'enjeu principal de ce changement, c'est d'avoir plus de liberté dans son job, de moins avoir de hiérarchie, d'avoir beaucoup plus de liberté quand je fais mon job. Et c'est ça qui est le plus fort en réalité. C'est ça qui va le plus changer le fait que je suis content dans mon job parce que je suis libre, parce que je fais ce que et je risque rien. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose que moi j'estime dans l'intérêt de l'entreprise, je pourrais faire toutes les conneries que je veux. Personne ne m'en voudra parce que c'était dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que, ok, j'ai fait une connerie, mais j'ai testé, j'ai fait quelque chose et je l'ai fait parce que je voulais faire avancer la boîte. Et donc cette liberté, elle est quelque chose qui est le point le plus important. Alors après, quand je t'ai donné ces 5 points, il y en a un le seul que tout le monde a retenu au début, évidemment, c'est le salaire. Et on était au mois de décembre, et donc ça a été le sujet pendant 1 mois. Ah, mais je peux choisir mon salaire. Alors, et donc tout le monde parlait que de ça. Et donc pourtant, j'avais dit, mais tous les mois,
on pourra changer. Tous les mois, vous aurez une Google Sheet dans laquelle vous pourrez mettre, ou une Google Form dans laquelle vous pourrez mettre le montant du salaire que vous souhaitez et la prime que vous souhaitez. Donc la prime étant, l'idée c'est, là j'ai bien travaillé ce mois-ci, mais j'ai fait des gros efforts, donc je pense que je mérite une prime, mais j'ai pas envie que ça continue, donc c'est pas forcément une augmentation. Et en revanche, quand j'ai l'impression d'avoir augmenté mes compétences ou ce que j'apporte à l'entreprise, à ce moment-là, je prends une augmentation. Et donc voilà, le mois a été consacré à ça. Donc c'est le sujet qui a été le premier sujet, c'était le salaire. Et ça n'a pas été quelque chose d'évident pour tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert avec ça. Mais bon, en même temps, ça a été très fondateur parce que ça forçait à se poser la question et à ce que chacun se dise, ok, c'est moi qui suis maintenant en charge de mon salaire. Et donc voilà, on a beaucoup parlé de ça. Et ça n'a pas été une période facile hein, pour l'entreprise. On a même eu un peu plus de turnover l'année suivante que d'habitude. Ça s'est stabilisé ensuite, mais il y a eu besoin de clarifier, peut-être cadrer que cette culture se stabilise en fait. Je voulais parler un peu de ton histoire, tu vois, mais j'aimerais finalement qu'on aborde plus une tendance sur la profession, changer un peu l'inversement du podcast que j'avais présenté juste au début. Je pense que ça peut s'y prêter. L'écosystème comptable et financier, là en ce moment, en tout cas la comptatech ou la fintech, comme on pourrait l'appeler, il se passait entre guillemets pas grand-chose pendant des années. Il y avait des acteurs historiques. Ouais. Vous, avec Time, vous êtes lancé en 2016 ou 2015, je crois. Ouais, c'est ça. C'était à peu près ça. Donc, c'était assez avant-coureur par rapport à une certaine période en 2020 où tu as des Penny Lane, tu as des Régates qui se sont lancés. Puis, tu as d'autres acteurs aussi comme Indie, qui était aussi un petit peu en avant. Comment, toi, tu vois l'écosystème comptable et financier aujourd'hui avec ces outils technologiques? Et comment tu projettes ton groupe avec Time aussi à l'intérieur sur les prochaines années et surtout avec cette compétition. Tu vois, là, j'ai l'impression que la compète, elle est féroce. J'ai l'impression que ça se fait pas de cadeaux, tu vois, que ça communique aussi sur Internet sur le fait que ça se fait pas de cadeaux, ça tape sur les copains, etc. Raconte-moi un peu, toi, ta vision sur le marché actuel et comment tu vois la filière progresser demain. Ouais, alors le marché actuel, je le vois de plus en plus compliqué, de plus en plus tendu. Tu as des acteurs qui arrivent et donc les premiers d'entre eux, ça reste moi qui suis un expert comptable qui est traité des petites entreprises, des créateurs d'entreprises, pour moi, l'essentiel de l'activité vient des créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que c'est les créateurs d'entreprises qui viendront des entreprises plus grosses demain. Et donc, ce flux de créateurs d'entreprises, aujourd'hui, il est de plus en plus capté par les Legal Tech, donc Legal Start, Legal Place, qui développent des offres de compta. Donc, elles ont créé des cabinets d'expertise comptable qui sont inscrits à l'ordre et qui prennent, une fois qu'ils ont créé les boîtes, elles sont dans leur offre de compta. Donc, ils revendiquent chacun à peu près 10% des créations d'entreprises en France, Legal Place et Legal Start. Donc ça fait 20%, avec les autres Legal Tech, tu arrives sans doute à 25%. Et ces entreprises-là, elles disparaissent quasiment Alors, elles vont dans leur cabinet d'expertise comptable à eux, mais pour les autres, elles disparaissent. Donc, évidemment, les experts comptables le voient plus ou moins parce que... dans un cabinet, tu as 90% grosso modo de ton chiffre d'affaires qui reconduit d'une année sur l'autre. Donc, il faut aller chercher 10%. Tu en as grosso modo 5 qui vient de hausse d'honoraires que tu vas pouvoir faire à droite et à gauche, et les 5 restants qui viennent de prescriptions faciles, entre guillemets, de la famille de tes clients. Donc, tu arrives assez bien à maintenir ton chiffre d'affaires. Mais ça, c'est une petite fuite qui manque. Et cette fuite qui manque, elle pourrait grossir et devenir de plus en plus problématique. Donc, il y a une concurrence des legal tech qui est potentiellement compliquée pour les experts comptables. Parce qu'ils sont forts, hein, ils sont très forts. Oui, j'écoutais justement un podcast de... Rassem de Legal Place. Ouais. Exactement. Ouais. Justement, j'écoutais son podcast et ça m'a assez fasciné, dans le sens où je me dis, attends, la création d'une boîte, c'est 100 €. Ouais. Et après, du coup, le funnel immédiat, c'est d'aller justement d'avoir la tenue comptable juste après. Et comme c'est de la comptabilité, entre guillemets, qui n'est pas très difficile à gérer, du coup, ça c'est en réalité 10 000 ou 20 000 boîtes que les experts comptables ne peuvent pas traiter en direct, en réalité. Ok, donc moi j'ai trouvé que Rassem, c'est quelqu'un de brillant. Sa vision, elle est claire. Elle est de dire la création d'entreprise, c'est produit d'appel. Donc je crée les boîtes et ensuite on leur fournira la compta, le
compte pro, etc. Et donc bon, bah, tous ces clients-là, pour le cabinet Tradi, a priori, ils reviendront pas vraiment, quoi. Alors évidemment, j'entends toujours des experts comptables dire oui, mais ils font pas de la qualité, gna gna gna, donc on va les récupérer. Ouais, enfin, il y a un certain nombre, une grande majorité Ça fera le taf, quoi. Ouais, qui reviendront jamais. Donc c'est une vraie concurrence qui. Alors aujourd'hui, tu as une autre concurrence qui est celle des comptes tech, non inscrites à l'ordre. Hein. Donc bon, pour l'instant, il y en a principalement une, c'est Indie. Probablement que d'autres vont arriver dans les années qui viennent. Et qui, pareil, accompagnent les créateurs d'entreprises et qui, pareil, ont un compte pro. Et donc, ça m'amène aussi sur le thème du compte pro. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, il s'est passé une évolution, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté. Et les taux d'intérêt ont augmenté et donc les comptes pro rapportent de l'argent. Grosso modo, à Conto, on peut considérer que ça leur rapporte une centaine d'euros par mois et par client entrepreneur. Quand ils auront 500 000, je crois, ouais. ils avaient expliqué 500 000, on voit déjà leur revenu juste de ces mouvements bancaires, en fait. Hein. Ouais. Alors, je crois que l'ordre de grandeur, ça doit être 100 millions par an pour eux. Je crois, hein, je n'ai pas de chiffres précis, mais en tout cas, tu as des revenus significatifs quand, en moyenne, un client entrepreneur a 30 000 euros sur ses comptes, soit parce que son entreprise a une certaine taille, soit parce qu'elle n'est pas forcément énorme et qu'il n'a pas forcément pris de salaire dans la première année, donc il laisse de l'argent sur ses comptes. À 4%, ça fait une centaine d'euros par mois. Et donc, ça change toute l'équation. Ça change toute l'équation parce que tu as 100 euros de revenus qui sont la marge nette. Ça veut dire que pour ces boîtes-là, proposer le compte pro, par exemple, si je prends Indie, qui eux proposent le compte pro gratuit. Exact. Bah, du coup, en fait, c'est facile de le proposer gratuitement. Exactement. Parce qu'en fait, tu gagnes beaucoup d'argent en réalité. Et plus tu auras des gens qui placeront de l'argent et utiliseront ce compte pro pour toi. C'est ça. Enfin, du coup, c'est ok, d'accord, je vois l'idée. C'est exactement ça. Donc, tu as un bénéfice pour ces acteurs, donc, qui sont de diverses formes. C'est-à-dire que tu as les legal tech, tu as des boîtes comme Indie, et puis tu as peut-être demain des néobanques qui sont quand même toujours notre concurrent, un concurrent potentiel. Hein. C'est Philippe Barret disait il y a 20 ans, c'était mon prof à l'Intech, il m'avait dit, tu vois, notre plus gros concurrent demain, c'est American Express, parce qu'ils ont la banque, ils n'ont plus qu'à la retourner. Et ils font la compta. Et clairement, quand tu as les données bancaires et que tu as les factures, etc., bah, tu as quand même fait un grand pas vers la compta. Donc, c'est pas forcément la volonté de Conto demain, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui nous dit que demain, on voit une convergence. En tout cas, on voit une convergence entre la legal tech, la compta tech et les comptes pro. Et que tout le monde fait un peu tout. Et on voit Legal Place qui fait les trois. On voit Indie qui fait les trois. On voit Conto qui fait... ils ont acheté Regat quand même. Hein, ils ont acheté Regat. Et puis, quand tu arrives sur le site de Conto, en 2 clics, tu es sur Legal Start pour créer ta boîte. Et en 2 clics de plus, tu es sur Compta Start, qui est l'offre de compta de Legal Start. Donc, en 2 clics depuis le site de Conto, tu as une offre de compta, en fait. Donc, on voit bien qu'on a des écosystèmes. Je crois que les Legal Start, ils fêtaient leur 5e anniversaire de leur noces ou de leur fiançailles. Et c'est le plus gros partenaire historique de Conto. Donc, on voit bien des écosystèmes, des systèmes où tu fais tout de A à Z, avec des marges qui sont très importantes sur la partie bancaire. Et on est aussi, c'est un point qui est vraiment crucial, c'est que tu as une révolution avec l'intelligence artificielle et les LLM, et qui en fait vont rendre bien meilleur et beaucoup plus pertinent des gens qui n'ont pas forcément un background ou une compétence de comptable. Tu sais, c'est un peu le même phénomène que les chauffeurs de taxi à Paris il y a 25 ans. Ils t'expliquaient que leur métier, c'était d'abord une grande connaissance des rues de Paris, etc. Et puis, avec les GPS, n'importe qui dans les rues de Paris, dans une rue de Paris, avec Google Maps, peut se déplacer d'un point A à un point B. Donc, tu mets n'importe quelle personne qui n'a jamais mis les pieds à Paris et puis peut pratiquement devenir chauffeur Uber à Paris. Et donc, tu as une concurrence nouvelle qui vient de la technologie. Et donc, les experts comptables, ce qui est leur force, c'est cette compétence technique, c'est ces hard skills. Mais demain,
avec les LLM, des gens qui ont moins de compétences, comme ces Comptatech, comme Indy, ils vont pouvoir répondre beaucoup plus facilement aux questions des clients. Donc ça va leur permettre beaucoup plus simplement de venir concurrencer les experts comptables, avec la possibilité donc de faire des marges grâce à la partie banking. Et donc de vendre la compta, potentiellement, aujourd'hui c'est la création d'entreprise qui est le produit d'appel, c'est ce que nous dit Racem. Et demain, qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas la compta ? Ouais, parce qu'avec la facture électronique, comment on imagine ça justement ? Est-ce que finalement la compta, ce sera plus du tout la valeur de l'expert comptable ? Ce sera ce qui arrivera après. Et j'ai la sensation qu'en t'écoutant, les outils technologiques dont tu me parleras aussi, comment vous, avec Time, vous faites face à cet enjeu et comment vous répondez d'un point de vue marché, mais aussi avec la compétition et la valeur que vous pouvez apporter à vos clients. J'ai la sensation que à la fois, il y a des métiers qui vont se détruire, à la fois, on va rendre accessible la production de la comptabilité au plus grand nombre. Ouais. Mais du coup, ça m'inquiète aussi un peu pour les experts comptables, tu vois, et pour leur cabinet. Ouais. Donc, oui, il y a des raisons d'être inquiet, parce que si tu perds d'un côté le flux des créateurs d'entreprise et que de l'autre côté, tu as des gens qui arrivent et qui potentiellement te font la compta à prix coûtant ou comme un produit d'appel parce qu'ils gagnent de l'argent sur les services financiers, avec un service qui va être d'autant meilleur, que tout sera fusionné. C'est-à-dire que si au même endroit, tu as ton outil de compta et ton outil qui te permet de faire tes virements, c'est quand même beaucoup mieux. Et tu as un autre gain pour celui qui tient le compte professionnel, c'est que tu as un sujet de compliance, de récupérer les factures, de récupérer les données. Mais si tu as en même temps la compta, tout ça, c'est plus simple. Donc, tu as un prix de revient qui est d'autant plus faible de ton ensemble quand tout est bundlelisé. Donc, tu as une concurrence nouvelle qui arrive, dans laquelle, aujourd'hui, la difficulté pour les experts comptables, c'est de ne pas forcément être armé sur la création d'entreprise et de ne pas forcément être armé sur le compte pro, et d'être obligé, entre guillemets, de faire des marges sur la compta, là où les autres peuvent se contenter de gagner de l'argent sur les produits financiers et sur les services financiers. Et donc là, il y a une vraie difficulté qui est rendue d'autant plus compliquée par la réglementation. C'est-à-dire qu'à nouveau, si je reprends la réglementation, je prends l'exemple d'Indy qui n'est pas inscrit à l'ordre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'expert comptable dans la boîte. À ma connaissance, il n'y en a pas. Et donc forcément, le coût de production d'un bilan, il est plus faible que dans un cabinet où il y a un expert comptable qui va superviser un bilan. Et donc, ils ont des économies, des gains et une concurrence qui est très très compliquée, à laquelle il est assez compliqué de faire face sur la longue durée. Alors aujourd'hui, ils s'intéressent surtout aux petites entreprises, mais on voit bien qu'ils viennent du BNC, qu'ils font des BIC. Oui, bien sûr. Le truc est classique, c'est-à-dire que tu montes petit à petit dans la complexité et en gamme. Et donc, pour les experts comptables, la concurrence, elle est délicate. Et donc, c'est là que l'enjeu, enfin, la vision sur Time, c'est de dire il faut que les experts comptables soient armés pour ce combat-là, et donc les armer là où, justement, sont les points les plus difficiles. Donc, le premier, c'est la création d'entreprise. Donc, on a développé un outil qui permet aux experts comptables de créer les entreprises de leurs clients ultra rapidement et de donner en même temps au client une expérience nouvelle de sa création d'entreprise où il fait tout directement sur son smartphone pour avancer dans sa création d'entreprise. Et ce produit, on a décidé de le rendre complètement gratuit pour que les experts comptables puissent se battre à armes égales avec les legal tech, en fait. Revenir sur la création d'entreprise en n'ayant aucun coût logiciel et en ce que ça prenne un minimum de temps à l'expert comptable, de façon à ce qu'il puisse le proposer au prix le plus compétitif possible, voire gratuitement, pour concurrencer les legal tech. Et de la même façon, on a une difficulté sur la partie services financiers, c'est que les experts comptables n'ont pas le droit de recevoir de commission de la part d'un éditeur ou d'une banque. Et du côté de l'établissement de paiement ou de la banque, c'est pareil, c'est pas forcément évident pour elles de payer des commissions à quelqu'un qui devrait être déclaré à la CPR en tant que IOBSP ou en tant qu'agent. Donc, il y a une réglementation qui est stricte à la fois côté bancaire et côté expert comptable, qui rend compliqué le fait de verser des commissions pour la banque à l'expert comptable. Mais on voit que c'est un problème, puisque quand c'est à l'intérieur de la même entreprise comme Indy, par exemple, il n'y a pas de problème là. En revanche, quand c'est deux entreprises différentes, on a un problème. Donc, comment on résout ce problème pour les experts comptables ? Donc, on a un concurrent qui a dit qu'il allait verser des commissions aux experts comptables. Donc, bon, nos avocats nous disent que c'est strictement interdit, donc on ne va pas avancer dans cette direction-là. En revanche, ce qui semble largement possible de faire, c'est de dire ça va être gratuit. Ça va être gratuit
pour l'entrepreneur, c'est gratuit pour l'expert comptable. Donc en gros, en résumant, Time se rémunère sur la partie financière et l'expert comptable paye rien. Ce qui au moins, il a un outil moderne, il a un outil qui permet à son client d'être hyper satisfait parce qu'il a tout au même endroit, parce qu'il a tout dans son smartphone. Donc il a son outil qui lui permet de faire ses virements, ses prélèvements, de payer ses salariés, de toucher les virements de ses clients. Et dans le même outil, il fait toute sa pré-compta. Donc lui, il gagne énormément de temps. L'expert comptable gagne aussi beaucoup de temps parce que quand la banque est au même endroit, tout est plus simple. C'est-à-dire que tu n'as pas le problème de récupération des extraits bancaires, qui est toujours un problème avec la DSP2, où il faut remettre les identifiants tous les 180 jours, ou l'IBIX, où tu as un délai et qui peut parfois coûter relativement cher. Ouais. Tu as un problème où tu récupères moins facilement les factures, parce que quand le client il a tout au même endroit, en fait, il va au restaurant, il paye avec sa carte bleue, tu lui mets une notif pour lui dire « mais moi, prends-moi une photo, le justif », tu vas récupérer plus facilement les justifs. Tu lui dis « c'est dématérialisé, valeur probante ». Donc, il est motivé sur le fait de mettre le justif. De la même façon, quand il veut faire un virement, il te forward, il te met sa facture, tu récupères les métadonnées, tu lui proposes toutes les données du virement, le montant, l'IBAN, etc. Et donc, comme il gagne beaucoup de temps, il met ses factures. Et donc, pour nous, comptables, si le client met plus de factures, tu gagnes beaucoup de temps. Donc, en fait, tu as un système où tout le monde gagne. Et le client gagne beaucoup de temps. L'expert comptable gagne énormément de temps, ça lui coûte rien, donc ça lui permet d'être plus compétitif. Plus compétitif, ça veut dire qu'il n'aura pas forcément les prix, il ne pourra pas forcément proposer les prix que propose Indie, mais chez Number, les prix, l'ordre de grandeur, c'est 200 € par mois. Indie est à 50, donc tu peux vendre 200 €, mais tu ne peux pas vendre 300. Ouais, c'est clair. Donc, il y a quand même un prix. C'est-à-dire que tu es expert comptable, tu apportes du conseil, il faut quand même essayer de proposer un prix le plus compétitif possible. Donc ça te permet à nouveau d'être compétitif. Et côté Time, c'est gratuit, mais Time, du coup, peut se rémunérer sur la partie financière. Et donc, tout le monde y gagne. Et normalement, avec ce fonctionnement-là, on retrouve un fonctionnement dans lequel les experts comptables sont armés pour aller au combat contre les legal tech et les compta tech non inscrites à leur nom. Donc là, c'est une masterclass stratégie. Donc ça veut dire que en gros, tu analyses aussi tous les points de contact et les signaux faibles un peu du marché, où toi, j'ai l'impression que tu les extrapoles plutôt dans 5 ans, ça va ressembler. Ouais. Donc vous, Time, en fait, c'est un outil que vous développez depuis longtemps. Ça fait à peu près 8 ans déjà. Le compte pro, vous l'aviez déjà il y a un certain temps. On a inscrit la CPR depuis 2018. Ouais. OK. Si j'ai bien compris, donc vous, votre modèle économique, c'est de se rémunérer sur le compte pro. Et donc l'expert comptable, il paye la solution Time ou... Non, il ne paye pas. Non. Si le client utilise le compte pro, il ne paye rien du tout. OK. D'accord. Tout est gratuit. Okay. Si le client utilise le compte pro, si le client n'utilise pas le compte pro, il faut qu'on se rémunère sur. Donc, ok, je vois. Donc ça veut dire que c'est quand même un gros pari aussi que vous prenez, parce que en gros, tu te dis toute cette tech et tous ces investissements que j'ai réalisés depuis 8 ans, là, je suis en train de faire un pari sur la suite en me disant l'avenir, c'est là-dessus en fait qu'on doit j'allais dire parier sur en tout cas sur cette verticale de rémunération. Mais je trouve que d'un point de vue la stratégie, c'est hyper intéressant parce que quand tu regardes les acteurs à la fois historiques, quand tu regardes les compétiteurs que vous pouvez avoir dans la même gamme de marché que vous, du coup, comme quand tu sais que les experts comptables se plaignent aussi beaucoup du prix des solutions et qu'ils ne savent pas quoi utiliser, en fait, là, tu es en train de leur dire, écoute, tiens, je te ramène sur un plateau d'argent un outil qui va te permettre de faire la créa d'entreprise. D'ailleurs, pour ceux qui regardaient et qui écoutaient cet épisode, avec Time, on conçoit un programme de formation qui est disponible. Alors, au moment où ce podcast sort, il n'est peut-être pas encore disponible, mais il va sortir sur la plateforme Counter. Vous pouvez naturellement regarder comment on crée une boîte sur Time, comment vous pouvez faire de la production comptable sur Time. Vous avez tout ça en description de cet épisode. Donc, la créa de l'entreprise, la prod, les TVA, en fait, le job de la tenue comptable traditionnelle, régalienne, tu apportes ça sur un plateau d'argent. Avec aussi la partie logicielle. Oui, la partie logicielle. C'est un petit peu taf, mais c'est vrai que quand c'est fait, quand il y a tout. Donc, on a fait énormément de travaux sur Time d'intelligence artificielle depuis 2017. Donc, on a des automatisations qui sont
ultra puissantes qui sont aujourd'hui renforcées par tout le travail qu'on fait sur les LLM. Donc là, il y a un travail énorme aussi là-dessus. On a la chance d'avoir pu recruter le Kylian Mbappé Oui, j'ai vu ça, ouais. du sujet, hein, un jeune polytechnicien qui a fait gagner l'équipe de France à des prestigieux concours internationaux de code, et donc qui nous fait des trucs avec son équipe absolument incroyables, de façon à permettre aux experts comptables de gagner énormément de temps dans la tenue des comptes, dans la relation avec le client, dans le fait de récupérer les factures chez le client. Et donc, il y a des gains de temps qui sont absolument massifs. Mais évidemment, il reste du travail pour l'expert comptable. Mais tous ces gains de temps, il va pouvoir soit améliorer ses marges, soit les rendre au client en baissant ses prix s'il considère qu'il faut qu'il le fasse. Mais là où les choses sont dangereuses, c'est quand tes prix de revient sont supérieurs au prix de vente de tes concurrents. C'est-à-dire que si tes prix de revient sont supérieurs au prix de vente d'Indeed, tu es quand même en danger. Même si tu fais une qualité qui est meilleure, tu es en danger. Donc il faut absolument arriver à baisser ces prix de revient de façon soit à augmenter tes marges, soit en tout cas être prêt pour une éventuelle concurrence plus compliquée. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Du coup, tu vois, ces boîtes-là, là, toutes celles qu'on est en train de mentionner, elles ont toutes levé à coût de millions d'euros. Tu vois, Indies ont fait 40 M là, il n'y a pas longtemps. Penny Lane, je crois qu'ils ont fait 150 en tout. Conto, n'en parlons même plus. Comment aussi on voit ça, avec quel regard et comment on y répond? Parce que je pense que la vraie vie d'une entreprise, c'est aussi de se battre avec ses propres armes. On n'a pas tous la chance d'avoir des millions d'euros qui tombent sur le compte bancaire pour réaliser un projet. Là, c'est plus aussi une vision d'entrepreneur. Comment on le vit et comment on essaye, comment on réfléchit et comment on se pose un peu, j'allais te dire un peu dans notre tour d'ivoire, entre guillemets, pour trouver les bonnes solutions avec ses équipes, avec ses propres ressources, pour pouvoir affronter tout ça, tu vois. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que je dois lever des fonds? Est-ce qu'on doit lever des fonds? Évidemment, quand tu vois des levées de fonds autour de toi imposantes comme celle-là, la question se pose forcément. Et puis, j'imagine que vous n'auriez pas de mal à le faire, en fait, on est aussi. Sursollicité j'imagine, par le fait des fonds, je pense. Alors après, comme la visibilité de notre boîte, personne ne sait trop bien qui est le chef, etc. Donc, on est nombreux à recevoir des mails. On doit être une dizaine. Il y a beaucoup d'intrapreneurs, donc on est une dizaine à recevoir des mails. Alors, mais qui sont-ils? On les centralise tous au même endroit. Et donc, on discute aussi, c'est intéressant parce que les fonds nous disent on a plein de choses à vous apprendre sur le marché, sur vos concurrents, on a analysé plein de choses. Donc, venez, on leur dit qu'on n'a pas du tout envie de lever de fonds, mais venez, vous ne perdrez pas votre temps. Ok, on discute. On discute et la question se pose. Enfin, la question s'est posée plus précisément. Et en fait, quand tu avances, tu vois le fonctionnement d'une levée de fonds et tu vois ce que veulent les fonds. Et en fait, c'est assez simple et assez clair. Alors, les fonds de VC, il va falloir dépenser beaucoup d'argent très vite pour prendre le marché très vite. Donc, la thèse, c'est il faut aller très, très vite. Donc, on va mettre la boîte en perte. Et puis ensuite, l'enjeu, c'est de prendre le marché. Donc, en fonction de l'agressivité des fonds, c'est potentiellement, on prend tout le marché, ou alors une partie significative. Et puis, donc voilà, l'enjeu, ça va vraiment être d'essayer de faire un effet blast et de tuer tous les concurrents. Ce serait ça Mais bon, et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, vous allez mourir. Grosso modo, je fais simple. Mais... Génial. Ok, mais c'est la boîte dont je suis actionnaire, et donc j'ai pas envie qu'elle fasse des pertes. C'est pas dans mon ADN. Donc, je comprends. Ouais. Donc non, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là pourquoi pour tout miser, faire tapis en gros pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent. Non. Alors donc si tu veux lever des fonds. Ça paraît, au début, tu te dis, ça a l'air génial, etc. Et quand tu avances et que tu vois vraiment le truc, tu te dis, mais non, c'est vraiment un truc. En fait, tu vois, j'en étais vraiment arrivé à me dire, c'est Squid Game, le truc. T'as vraiment, tu vois, t'as 500 mecs qui arrivent dans un truc, il y a un énorme paquet d'argent. Ouais. Et il y en a un qui va gagner, tous les autres vont mourir, mais on y va pour ce paquet d'argent. Et alors, je caricature, c'est pas. Oui, bien sûr, c'est pas ça, mais bon, il y aura des morts. Et bon, les fonds américains sont très clairs là-dessus, il y aura des morts, c'est pas le sujet. Et donc, moi, j'ai pas envie. Si tu veux, la boîte, je l'ai racheté à mon père il y a 20 ans. Il l'avait créé au départ il y a à peu près 50 ans, jour pour jour. Donc, c'est pas une boîte que je vais jouer en levant des fonds. Donc, on lèvera pas de fonds, on lèvera jamais de fonds. En tout cas, moi vivant, on lèvera jamais de fonds.
Et alors, comment on vit à partir de là la concurrence des gens qui lèvent des fonds? Bon, déjà, en se disant qu'on n'a pas envie de le faire et que j'aimerais pas spécialement être à leur place. Mmh. Et évidemment, quand il y a une boîte qui lève des fonds en disant qu'elle veut prendre 80% du marché et donc, en gros, que tu disparaisses, c'est un petit peu stressant, quoi, puisque Ouais, tu j'imagine, as un ouais. nouveau prédateur qui arrive qui dit que tu veux que tu meurs, quoi. Donc bon, il va falloir se battre, mais bon, ça fait, tu vois, mon père avait coutume de dire que le soleil brille pour tout le monde et que, Mmh. voilà, moi, je j'ai pas l'impression que, enfin, il faut se battre, évidemment, il faut regarder où sont les prédateurs, il y en a partout, mais ils sont pas forcément, enfin, tu vois, la boîte à laquelle je pense, là, c'est un éditeur de logiciels. Bon, aujourd'hui, moi, je pense que nos principaux concurrents sont pas là et c'est plutôt un partenaire ou en tout cas, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui fournissent des solutions aux experts comptables et c'est une très bonne chose. Il y a des concurrents, il y en a partout, il y en a tout le temps, il faut se battre et il faut être très vigilant, évidemment. Il y a des risques de plus avoir de boulot demain, c'est un vrai sujet. Il faut être un peu parano, tu sais, il y avait un bouquin qui avait été écrit par Andy Grove, qui était un des Oui. d'Intel. Ah oui, Et oui, le exact. titre de son bouquin, c'est Seuls les paranoïaques survivent, tu vois. Et j'ai un peu ce truc-là, c'est Laurent Benloudis qui m'a dit, t'es complètement parano, en fait, mais seuls les paranoïaques survivent, tu vois. Mais en fait, voilà, si t'es parano, tu vas Tu vois le voir, pire, en ouais, fait, tu hein. vois le pire tout le temps, et puis t'essayes de t'adapter, quoi, Je en vois. permanence. Donc, et tu trouves des solutions jusqu'au jour où peut-être t'en trouveras pas, mais bon, pour l'instant, on les a toujours trouvées, donc on va continuer à s'adapter. Je dis pas c'est pas parce qu'on les a toujours trouvées qu'on les trouvera demain. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ce serait trop beau, mais bon, il y a pas de raison non plus que t'aies aucune chance de les trouver. Donc, Hyper clair. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, Arnaud. Selon toi, du coup, l'intelligence artificielle, ouais. tu vois, la vraie, hein, Mhm. pas les trucs un peu moyens, mais on en parlait un petit peu justement dans l'épisode. Elle va permettre à des gens d'avoir pas forcément des grosses compétences en compta, de pouvoir faire de la production. Euh, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu lis? Euh, En quoi vraiment ces solutions de LLM vont vraiment être utiles pour les comptables qui bossent en cabinet? Je vois Cégide qui lance Cégide Pulse. Il y a tout un tas de solutions. Eux, j'ai l'impression qu'ils y vont à fond là-dedans. Ils ont mis 200 personnes, a priori, enfin 100 personnes, et ils vont embaucher 100 autres. Euh, Est-ce que tu peux nous apporter une lecture aussi honnête et concrète de comment ça peut vraiment changer la vie des cabinets et des Ouais. collabs? Alors, les cas d'usage sont énormes. En fait, il y en a des dizaines, probablement plus de 100. On est en train de les recenser. Donc, tous les jours, on découvre de nouveaux cas d'usage. Le principal, ça reste la réponse aux mails des clients, aux requêtes entrantes, aux demandes des clients qui sont de plus en plus par mail. Et c'est qu'il y a un terrain de jeu extraordinaire des LLM. Donc ça, c'est un cas d'usage extrêmement fort qui représente quand même 30 à 40% du temps Des collabs, ouais. des collaborateurs qui ont du contact avec les clients. Donc là, il y a un cas d'usage où les gains de temps là-dessus seront massifs. Massifs, de l'ordre, on peut supposer de l'ordre de 80% de temps gagné. Et on a également énormément de gains sur la production, c'est-à-dire que les LLM vont être très forts pour analyser les relevés bancaires, les factures, puis les rapprocher. On verra un jour peut-être la facture électronique arriver, on verra. Mais le jour où elle arrivera, en réalité, ce sera sans doute déjà un non-sujet, c'est-à-dire récupérer les métadonnées. C'est aujourd'hui Ouais, je vois. ce qu'on a avec les OCR améliorés. Mais donc tu vas donner en fait les éléments de compta à l'outil, et donc ça, c'est nous des travaux qu'on a déjà fait ou sur lesquels on a déjà des résultats qui étaient très très bons avec du deep learning, déjà du machine learning, du deep learning assez puissant. Et là, sur les LLM, on va sur quelque chose d'encore plus puissant, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet aussi plus facilement d'envisager quelque chose que on n'avait pas réussi à faire avec l'IA conventionnelle, qui était se servir. T'as peu de données, t'as des OD historiques sur
sur un dossier. Donc, il faut que tu reprennes les OD parce que si tu reprends pas les OD historiques, tu risques d'avoir des soucis, même si tu fais plus juste, en fait. Hein. Et donc, ça, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre avec des outils modernes. Et puis, pareil pour la collecte des données chez le client, c'est-à-dire que tu vas pouvoir communiquer avec le client s'il te manque une facture, plus en langage naturel. Aujourd'hui, tu lui demandes de te donner des choses plus formatées. Typiquement, moi, j'ai toujours eu en tête que le time, au sens qui permet de récupérer, de collecter les données pour l'expert comptable, ce time idéal, en fait, il disparaît quasiment. C'est-à-dire que tu envoies un message au client en langage naturel, il te répond dans l'outil qui lui correspond. Ça peut être par SMS, par WhatsApp, sur une notif, par mail, l'outil qu'il préfère. Il te répond en langage naturel, même par la voix, et tu transformes ça en compta, en fait. Et donc, tu vas vers des évolutions et des gains de productivité massifs. Hyper intéressant. Ça veut dire que, en fait, vous, votre analyse, je trouve ça vertueux de se dire, tu vois, tu prends les pains un peu du collab pour vraiment, en fait, réaliser juste la compta, déjà. Ouais. Tu vois? Donc, tu vas pas sur tout et n'importe quoi. Ce lien, entre guillemets, que le comptable il peut avoir avec le client, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup de stress, tu vois, des notifications comme ça, etc. Et donc, d'utiliser l'IA, justement, pour lui répondre, je trouve que c'est hyper vertueux pour lui, le soulager aussi et apporter un vrai service client, tu vois, beaucoup plus réactif et tout. Trop bien. Ok, top. Comment tu vois le futur, toi, de la profession, alors? Tu sais, si la compta, on la fait plus, il fait quoi l'expert comptable après? Alors, non, la compta, on la fait encore. C'est-à-dire que tu gagnes, pour l'instant, tu gagnes du temps. C'est pas nouveau qu'on gagne du temps. Et tu sais, l'expert comptable, quand son client vient le voir, il y a un certain nombre de choses que le client lui raconte qui sortent pas du bureau de l'expert comptable et qui peuvent pas sortir du bureau de l'expert comptable. Tu vois, il y a tout un tas de choses qu'il a fait dans son année que sont pas forcément, il n'a pas envie de raconter à tout le monde, et surtout pas à une machine, parce qu'il n'a pas forcément respecté toutes les règles. Faut dire la vérité. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Et il arrive et bon, l'expert comptable lui dit non, là c'est ça. Ça tu peux pas. Vous pourriez mettre un gyrophare sur votre bilan et vous auriez envie d'attraper un contrôle fiscal, vous y prendriez pas autrement. Donc il faut changer les choses. Et donc cette discussion-là, elle va se dérouler entre le client et l'expert comptable et jamais avec une machine. L'expert comptable, c'est un peu le médecin de famille, aussi le psy de son client. Le client, il t'appelle, je veux dire, quand il a des soucis avec sa femme, avec son mari, il t'appelle pour lui en parler. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment ça va avoir, quel impact ça va avoir lieu sur ma boîte, sur comment ça va se passer? Et tout ça, c'est des questions humaines. Quand tu gères la retraite, la prévoyance d'un client, c'est pas du tout la même chose en fonction de la psychologie du client. Donc, il y a des côtés psychologiques au métier de l'expert comptable qui on ne peut pas dire jamais, mais qui disparaîtront pas avant de longues années. C'est une évidence. Maintenant, ces outils vont permettre de gagner énormément de temps. Donc, ce temps gagné, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut le gagner. Le premier truc, il faut le gagner. Parce que, en revanche. C'est pas encore gagné, ça. Non, ouais, ça. Il faut les faire, les gains de productivité. Parce que les concurrents vont les faire. Et notamment les concurrents qui ne sont pas inscrits alors parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est en plus ce qui les rend meilleurs. Donc, il faut les faire. Parce que sinon, on aura vraiment des gros soucis. Et deux, une fois qu'on les a fait, qu'est-ce qu'on en fait? Mais bon. C'est pas forcément un gros souci quand on les a fait. Mais en revanche, si tu les fais pas, tu auras des soucis. Et si tu les fais moins vite que les autres, tu auras aussi des soucis. Donc pour l'instant, il faut faire la course pour les faire au moins aussi vite que les autres. Après, on verra bien. Ce qu'on fait, ce sera facile. Donc probablement des années quand même, si tu veux, la clientèle des experts comptables, elle est fidèle. Elle va donc probablement plutôt des belles années à venir. Mais à un horizon plus lointain, pour ceux qui n'auront pas su s'adapter, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible. Et si on a des concurrents très agressifs, ça pourra aussi être plus compliqué. Donc, j'ai pas de boule de cristal et franchement, je sais pas ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans parce que ça bouge très vite. Ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment travailler tous les jours pour s'adapter. C'est l'adaptabilité, elle est hyper importante et pas penser que on est vraiment dans une espèce de tour d'ivoire où ça bouge pas, où ça reste toujours de la même manière. Tu sais, avant on disait que c'était les gros qui mangeaient les petits et maintenant on dit que c'est les rapides qui mangent les lents. Donc l'enjeu, l'être humain, s'il a survécu, c'est parce qu'il a su s'adapter. Donc il faudra s'adapter. La vitesse et s'adapter au jour le jour. Je ne vais pas te dire ce qui va se passer dans 5 ans, j'en sais rien. Et l'enjeu, justement, c'est de se dire, tu vois, si tu veux faire un parcours à vélo de 20 km, tu le planifies sur les 20 prochains kilomètres et puis au premier nid de poule, tu vas te casser la figure. Donc en
fait, qu'est-ce que tu vas faire quand tu fais du vélo? Tu regardes la route devant toi et puis tu t'adaptes. Et donc, c'est la même chose. En fait, tu regardes la route et tu t'adaptes et chaque jour, ça change un peu. Donc, ce que je te dis aujourd'hui, probablement que dans 6 mois, je te dirai quelque chose de différent parce que c'est ça le principal enjeu. Et donc, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de se dire, il y a des gains de productivité massifs qui vont arriver. Il faut les faire. Je faisais un post LinkedIn la dernière fois et justement, je trouvais ça vertueux, le fait que dans ton groupe et dans votre groupe, tu as à la fois vraiment l'expérience métier avec tellement de cas d'usage différents et puis la technologie. Et en fait, ces deux écosystèmes se nourrissent les uns des autres et en fait, toi, ça te permet d'avoir toujours, non pas avec ce qu'on te raconte, mais ce que tu peux vivre aussi, la réalité du terrain des entreprises et des entrepreneurs. Tu vois. Donc je pense que c'est une vraie valeur que vous pouvez avoir aussi pour nourrir la technologie, tu vois, de votre outil Time. C'est clair, c'est clair. C'est quoi les KPIs que tu analyses, toi? C'est quoi ton tableau de bord à toi? Alors, c'est quoi mon tableau de bord? C'est hors sujet, aucune transition, mais j'ai noté ça. Je me dis, attends, avec tout ça, en gros, alors, pour changer la question, à quoi ressemble ton job aujourd'hui et quels sont les indicateurs que toi, t'analyses justement pour agir et trouver des solutions pour faire progresser tes différentes sociétés? Alors, le premier indicateur que je regarde, c'est l'INPS. L'employé Net Promoter Score. C'est-à-dire la note que mettent les salariés à comment ils se sentent dans l'entreprise. Ça, c'est mon premier indicateur. La note de bonheur des équipes. Est-ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise? Et c'est pas toujours évident. Il y a des hauts et des bas. C'est pas un indicateur qui monte tout le temps. C'est un indicateur qui monte et qui descend parfois. Donc, ça, c'est le premier indicateur que je regarde. Le deuxième, c'est le NPS. C'est la satisfaction des clients. Le Net Promoter Score. Et puis ensuite, on arrive dans des indicateurs de croissance et des indicateurs de rentabilité. Donc là, on est plus sur des choses classiques, quoi. Croissance et renta. Ok, très clair. Mais les plus importants sont ENPS, puis NPS. Le bonheur des gens. Donc, si les gens sont heureux, ils feront aussi de la bonne qualité pour les clients. Donc, après, on analyse la satisfaction des clients. Et puis, de toute façon, la conséquence de tout ça, si les gens sont heureux et les clients sont heureux, bah forcément, les chiffres doivent progresser, quoi. Exactement. Très clair. As-tu des choses autres à rajouter sur cette partie, tu vois, avenir, tech? Est-ce que je sais pas, tu as autre chose à apporter là-dessus ou pour toi, c'est OK? Non, j'ai l'impression qu'on a fait le... Ouais, on a bien fait le tour. On a fait un tour. Je trouve, en tout cas, moi, ma perception de ce qui se passe, je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien, moi perso, j'aime bien cette compétition parce que je trouve que ça oblige aussi un peu tout le monde à se tirer vers le haut. Et tu vois, quand tu te réadaptes vite pour trouver des solutions qui répondent à la fois aux enjeux business, mais aussi aux enjeux en lien avec tes compétiteurs, tu vois, ça force tout le monde à rehausser le niveau et à apporter aussi une meilleure valeur acquis au final aux dirigeants qu'on accompagne. Tu vois, parce que là, pour le coup, les entreprises, elles ont besoin. J'ai un ami à moi qui vient d'ouvrir un resto, tout proche de Nice. Un resto, on va dire, c'est de la street food italienne. Et tu vois, lui, que tu automatises la compta ou pas, lui, il a besoin d'un expert comptable. Quoi qu'il arrive, il a besoin de discuter avec lui pour parler des chiffres, ce qu'il peut faire. C'était une ancienne de chez Mazars qui disait, Nicolas, facture électronique ou pas, les entrepreneurs, ils auront toujours des problèmes qu'ils ne voudront pas gérer eux-mêmes. Donc, ça me rassure aussi beaucoup pour l'avenir de la profession, tu vois. Mon cher Arnaud, on arrive à la dernière partie. J'aimerais aussi en savoir un peu plus, tu vois, sur toi, ou les événements marquants qui ont fait aussi la personne que tu es aujourd'hui. Donc, on en parlait un petit peu juste avant la préparation de cet épisode. Est-ce que tu pourrais parler aussi de cet événement que tu as pu avoir, ou cet événement déclencheur avec ta famille, qui ont fait que tu as construit tout ce groupe, tu vois, qu'on puisse comprendre aussi l'histoire de l'homme derrière. Écoute... Donc, je suis d'une famille de comptables. Mon père était expert comptable, ma mère était comptable et ma sœur a fait des études de compta. Et moi, je me suis perdu en faisant des études d'ingénieur. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Peugeot, à Aulnay-sous-Bois, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est une ville que tu connais bien. Et puis, alors j'avais quand même fait passer ce qui s'appelait le DECF à l'époque, on parlait de mes études d'ingé. Donc j'avais quelques notions de compta et j'avais commencé ma carrière au tout début chez EY à l'audit, ce qui m'avait absolument pas plu. Mais bon, j'avais fait quelques mois là, avant de partir à la BNP faire ma COPE, mon service national à Londres, et de bosser chez Peugeot. Et ma mère est tombée gravement malade en 2001.
Et là, je suis allé, je me suis dit, bon, je vais retourner avec mes parents pour leur filer un coup de main dans ce moment-là, d'abord personnellement, et puis aider mon père à vendre son cabinet, puisqu'il était sur le point de vendre son cabinet. Et puis en avançant, en bossant un peu dans le cabinet, je me suis dit deux choses. Déjà, on vend des bagnoles chez Peugeot à peu près 10 000 euros à l'époque. On vend de la compta à peu près au même prix. Franchement, ça m'a quand même l'air plus simple de faire de la compta et d'avancer que de faire des voitures. À 10 000 euros, tu vois. Quand tu vends la compta d'une pharmacie à ce prix-là par an. Donc je me dis, bon, c'est que ça paraît quand même un petit peu plus simple. Et à l'industrie automobile, c'est dur. Hein. D'ailleurs, l'usine d'Aulnay dans laquelle j'étais, elle a fermé en 2012. Voilà, donc je me suis dit, tiens, ce métier pourrait être intéressant. Je vais essayer de prendre une année de congé sabbatique pour voir, déjà pour aider mes parents et puis pour voir ce que je pourrais faire dans ce métier. Et ça m'a plu et d'abord il fallait sauver le cabinet en fait parce que mon père était sur le point de le vendre et puis le cabinet qui avait prévu de l'acheter lui dit finalement non, ta clientèle c'est beaucoup d'agriculteurs, ça va pas nous plaire, donc ils ont jeté l'éponge. Donc bon il fallait sauver le truc, tu vois. C'était la vie de mes parents, hein. Ils avaient énormément travaillé pour C'est-à-dire que ta maman elle travaillait avec ton père ouais, elle était prof de compta, ils étaient tous les deux dans le cabinet en fait. Le cabinet, il y avait une dizaine de personnes dont mon père et ma mère qui tenaient tout le cabinet, quoi, tu vois. Mon père était l'expert comptable et ma mère, c'était la chef. La boîte. Je vois. Concrètement. Je vois bien l'idée. Et donc, tu vois l'ambiance de dire, faut sauver le cabinet avec donc ma mère qui est hospitalisée, mon père qui fait une dépression, moi qui ai passé des examens de compta, mais enfin bon, j'ai jamais fait de compta de ma vie. Et donc, comment on fait Et donc là, je me souviendrai toujours de cette discussion avec dans le cabinet il y avait une petite dizaine de personnes et il y avait Régis qui était arrivé en 94 et dont mes parents disaient toujours le plus grand bien et que je connaissais un peu mais pas plus que ça. J'avais un peu travaillé avec lui, pas plus que ça, et le courant est vite bien passé. Et je lui dis, écoute, mon père voudrait que je reprenne les clients et le truc, mais j'en suis absolument incapable. Donc, on est quand même dans une situation délicate. Moi, je pense que tu as les capacités de le faire. Est-ce que toi, tu le sens ? Il me dit, ouais, je le sens. Et donc, il a tout géré. Il a tout géré. Il a fait le job de mon père et de ma mère pendant que moi, je repassais les examens pour passer mon diplôme d'expert comptable. Parce qu'en fait, dans le projet, pour pouvoir reprendre la boîte ensuite, si on pouvait continuer, il fallait un expert comptable. Comme il n'y avait que mon père, donc il fallait que je sois diplômé. Donc, j'ai passé le DESCF et puis mon stage ensuite. Donc, je me suis quand même occupé de mes études pendant pratiquement un an pour passer le DESCF et donc le DSCG d'aujourd'hui. Et Régis a tenu la boutique pendant tout ce temps-là, avec une équipe formidable, si tu veux, qui est passée proche de se faire racheter par un cabinet que personne n'aimait. Et donc, de vivre un peu le Koh-Lanta où les uns allaient partir sans doute... tout le monde allait partir les uns après les autres. Et donc, il s'est créé une équipe extrêmement soudée d'une dizaine de personnes qui sont tous encore là aujourd'hui, sauf ceux qui sont partis à la retraite, depuis. Tout le monde est encore là. Tout le monde et donc il s'est créé une équipe d'une dizaine de personnes qui était vraiment extrêmement forte, qui a traversé une crise immense en fait. Quand tu es dans un petit cabinet et que tu as les deux dirigeants qui sont sur le flanc, tu te dis que le cabinet il va vraiment il va mourir quoi. Et donc il a survécu et ça a été une épreuve pour le cabinet, une épreuve pour moi personnelle aussi, et puis en même temps une épreuve de confiance en fait, parce que si je savais que j'étais incapable, j'ai tout confié à Régis qui a tenu la baraque et c'est la première fois que je faisais aussi rapidement confiance à quelqu'un pour lui dire vas-y, on y va. Mais d'ailleurs, Régis, c'est justement la personne qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est un espèce Régis de que tu as croisé, exactement. Ouais. Et on est, toi, je le savais pas en fait. Ouais. Ah ok, d'accord. On est donc ensemble. C'est dans le cabinet que il bossait avec mon père. Incroyable. Tu vois, depuis 7-8 ans, il était dans le cabinet de mon père. Et on bosse ensemble depuis plus de 20 ans maintenant. Et si tu demandes à la moitié des gens de chez Number qui est le boss, ils vont te répondre que c'est Régis. Ok, d'accord. Oui, c'est l'ADN en fait, du début en fait, en réalité. Ok, je vois. Et est-ce que toi, est-ce que tu voulais redorer le blason un peu de ta famille, ou est-ce que tu voulais les sauver ? C'est pour quelle raison tu t'es orienté là-dedans ? Peut-être tu aurais pu faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a quand même donné envie
Alors, faire. ce qui m'a donné envie, c'est que mon père, il a énormément travaillé pour créer son cabinet. Et donc, le premier truc, c'était de me dire, on peut pas tout laisser tomber. C'est-à-dire que tous ces moments où je l'ai pas vu, c'est pas des on peut pas Jeter tout à la poubelle. jeter quoi. tout à la poubelle. Donc il faut sauver ce cabinet. Il faut sauver ce cabinet. Et après, c'est devenu un projet d'équipe qui a eu envie de sauver la boîte. Toute l'équipe, on était. Et si tu veux, on avait. Alors on avait un autre problème qui s'est assez rapidement posé, c'est que mon père, qui était un peu dépressif. À ce moment-là, voyait tout en noir. Et donc, m'expliquait, premier bilan qu'on arrête, on faisait, c'était 600 000 € de chiffre d'affaires. Et il me dit, tu vois, ce bilan, prends-le en photo, parce qu'on n'en fera plus jamais des comme ça. Ça va baisser Je vois. tous les ans. Pourquoi ? Parce que déjà, on est à Épinal, c'est une petite ville qui perd des habitants tous les ans. Donc, on doit faire face à cette décroissance démographique. Et puis, notre clientèle, c'est des petits commerçants de centre-ville qui s'arrêtent les uns après les autres et on n'arrive pas à les remplacer. Il y a des gros cabinets en périphérie de la ville qui les prennent. Donc en fait, on va mourir. Ouais, Le cabinet, même si vous arrivez à le sauver, on va quand même mourir. on va quand même mourir. Je vois. Mais tu as un deuxième problème. Ah oui, Et donc, d'accord. la situation, tu vois, là, tu te dis, waouh, on est malin. Et toute l'équipe a conscience de ça. Et donc, quand on a l'opportunité de racheter une petite clientèle d'agriculteurs d'un cabinet qui a été cédé, et la clientèle agriculteur est tenue par 2 personnes, dont une qui démissionne et puis une autre qui est en congé mat, et donc ils sont vraiment en situation. Et donc, on sent, ils nous expliquent que leur clientèle est à vendre. Et donc, quand on a l'opportunité de faire ça en pleine période fiscale, on est début avril, on est donc une dizaine, et il y a une centaine de bilans à reprendre où rien n'est fait. Ah oui, d'accord. Mais c'est l'occasion de repartir un peu de l'avant. Ouais, je vois. Quand on va voir l'équipe et qu'on dit qu'est-ce qu'on fait, on dit on y va, on le prend. Et donc, on s'est fait un mois complet à bosser tous les soirs jusqu'à 23h, soirée pizza, pour finir les bilans et pour repartir de l'avant, tu vois, pour refaire un peu de croissance externe. C'était un tout petit truc, mais ça a été fondateur. Et tu vois, tu repars de l'avant, et à ce moment-là, je me dis, bon, si on est rentable et on perd des clients, on pourra toujours essayer de racheter des cabinets, de faire un peu de croissance externe pour compenser le truc. Évidemment, c'est foireux comme solution, mais c'est un début de truc. Et tu vois, tu te dis, il faut qu'on trouve une solution. Et dans le désespoir, dans la difficulté, tu te bats sur toutes les balles. Tu lâches rien. Et moi, j'avais fait mes études à Paris. Je croise un copain qui me dit qui vient de vendre son appartement pour acheter un restaurant qui était en redressement judiciaire, tu vois. Ah ouais. Et vraiment. Et il me dit, bon, je cherche à faire des économies. Toi, tu es dans les Vosges. Peut-être ça me coûtera moins cher si je viens te voir. Mais il y a un truc, c'est que je t'enverrai aucun document. Il y avait 2 restaurants. Il me dit, j'en ai un qui est au Halles et un qui est rue Daguerre. Et mon expert comptable, il est dans le 6e entre les deux. Et je lui dépose les documents en scooter. Donc, je veux bien que tu sois dans l'expert comptable, mais je t'enverrai aucun document. On est en 2004. Ah ouais. Donc, je rentre au cabinet. Je dis à Régis, écoute, on a l'occasion de trouver un nouveau client, 2 restaurants à Paris, il faut absolument qu'on le prenne, mais il nous envoie aucun document. Comment on fait ? Et là, il me dit, écoute, attends, faut que je te montre un truc. Je viens de bricoler un TSE, donc c'était les débuts de TSE, et donc tu peux te connecter à distance sur le TSE. Et je vois le truc. Et moi, je maîtrisais assez bien Access pour avoir fait pas mal de développement sur Access à la BNP. Et je me dis, mais attends, on récupère les extraits bancaires, on les remet sur Access aux clients, il se connecte en TSE sur nos serveurs, il nous dit à quoi correspond chaque ligne, et on devrait à peu près réussir à faire de la compta avec ça. Une fois par an, on va aller chez lui voir les factures, et on va faire la compta. Et voilà. Et donc, on a réussi à faire ça. Tu vois, c'était une forme de révision. C'était le client qui faisait la compta, mais il ne voyait pas ni de numéro de compte, ni de débit crédit. En fait, il nous mettait sur le truc que j'avais développé à l'époque, qui était l'ancêtre de Time.
qui s'appelait, qu'on avait appelé Éole au départ. Et tu vois, on l'a redéveloppé en 2009, la version web. Et donc, pour la petite histoire, parce que tu as croisé Maxime, Oui, exact. tu vois, il bossait dans une boîte qui s'appelle Lindemir à Nancy, qui était en redressement judiciaire ou pas loin, avec Jérémy. Et c'est eux qui nous ont développé la première version web. Moi, j'avais développé la version sur Access. Et au bout de 6 mois, donc, ils étaient plus payés dans leur boîte. Et donc, nous, c'était hyper compliqué de dire merde, c'est eux qui ont tout développé le truc. Et donc, ils sont venus bosser avec nous. Et c'est là que l'aventure de Time a commencé. Donc, voilà, voilà l'histoire. Mais tu vois, quand tu es dans le désespoir, tu trouves des solutions les plus improbables. Hein, parce que faire de la compta en ligne à l'époque, c'était quand même pas évident. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, je reviens sur l'histoire de cette dépression avec ton papa. Comment tu le vis, toi, en tant que fils? Tu as envie de l'aider, tu as envie de le sauver. Qu'est-ce qui l'a amené au... Alors, je ne veux pas rentrer dans une psychologie non plus, et tu dis exactement ce que tu as envie de raconter là-dessus. Hein. Mais comment tu arrives à avancer avec ce côté négatif un peu qui vient à côté? Ce bilan, tu vois, prends la photo parce que l'année prochaine, il n'y en aura plus. Tu te dis, il est perché, t'inquiète pas. Comment toi, tu essayes de le rassurer? C'est quoi un peu cette histoire, tu vois? Alors, il y a deux choses. Il y a le premier, c'est que la boîte, ça reste sa vie. Donc, il a besoin de sentir que c'est sous contrôle et que ça va continuer à exister. Donc, ça, c'est quand même un point hyper important. S'il sent que la boîte va partir en vrille, ça le rend... Enfin, si tu veux, dès qu'on recevait... On était commissaire aux comptes d'un certain nombre d'entreprises, et dès qu'on recevait le bilan de l'entreprise pour préparer l'audit, il était paniqué. Ah, il y a du boulot à faire. Tu sais, il appelait ça des coups de canon qui arrivaient. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On reçoit les éléments. On va pouvoir faire le boulot. Dans son esprit, c'est comme un espèce de... Mais il avait vraiment besoin de sentir que le boulot allait pouvoir être fait. Et donc, moi, l'audit, c'était mon truc pour le coup, parce que c'est ce que j'avais fait chez EY. Donc, je pouvais le rassurer là-dessus. Régis prenait de plus en plus en main les clients. Donc, il y avait ce côté-là. Après, le reste, je suis pas psy, donc je pouvais passer du temps avec lui, mais je sentais bien que le boulot qu'il faisait en allant voir des psys, ça se passait pas trop bien. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, viens, on va voir à Paris, on va voir un psychiatre à Paris. Et on allait voir un psychiatre à Paris qui... moi, je sentais que quand il allait voir sa psychologue, ça faisait pas grand-chose, et qui, alors je suis pas médecin, je connais rien, mais qui nous a juste expliqué, bon, écoutez, votre problème, il est chimique, donc vous pouvez aller voir tous les psys que vous voulez. Il faut que je vous donne des médocs parce que sinon ça va pas le faire. Donc, je vais vous donner des médocs, on va trouver le bon médoc et ça va aller mieux. Et donc, il a trouvé le bon médoc. C'est allé assez rapidement mieux. Et mon père, il va super bien. Ma mère est décédée parce que sa maladie était vraiment très grave. Mais mon père, il est encore en vie, il va super bien. Il fait du vélo. C'est trop et voilà. Et du coup, alors, j'imagine qu'il regarde, entre guillemets, son petit garçon aussi maintenant, avec le recul. En gros, tout ce que vous avez co-construit ensemble avec Régis et puis tous ces projets. Il dit quoi, lui, maintenant? Ou alors c'est quoi sa lecture? Ou alors il est complètement sorti du game? Ouais, il est un peu dépassé. C'est-à-dire que la question, je crois qu'il me pose à chaque fois, c'est mais tu vois encore des clients? Alors non, je vois plus de clients. Mais Régis, il voit des clients. Ben non plus. Ah bah mince alors, mais qu'est-ce que vous faites alors? Et tu vois, sur Number, on est spécialisé sur les freelances. Et donc, on prend pas les autres clients. Et alors ça, c'est vraiment un truc. Mais vous prenez pas, il y a une pharmacie qui vient vous voir, vous la préparez. Ben non, parce qu'on peut pas tout faire. Et donc ça, tu vois, il est complètement perdu là-dessus. Donc, on voit ça avec... Trop bien. Ok. Avec son œil d'expert comptable, mais bon, ça lui plaît. Je crois qu'il est bon. Tu vois, à Épinal, on a fait beaucoup de, énormément. Il y a plus de 300 personnes à Épinal. On a 5 bâtiments qui sont faits petit à petit. Donc bon, il voit tout ça. C'est juste à côté de chez lui. Donc il est je pense que il voit ça d'un bon œil quand même. D'un bon œil. Super, trop bien. Merci Arnaud. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Tu vois, je pensais qu'on allait en faire, 45 minutes, 1 heure, mais à mon avis, on a dépassé. À mon avis, on a bien dépassé et c'est très très cool. Du coup, on va partir à la dernière partie de l'épisode avec les questions Instagram de notre audience sur Insta. Donc surtout, si vous souhaitez poser des questions à nos prochains invités,
de temps en temps, on fait des stories pour vous poser des questions en mode qu'est-ce que vous voulez savoir sur les invités à venir. Donc, je reprends ça sur mon portable et je vais te sélectionner quelques questions. Et puis, on vous mentionne naturellement, mes chers amis qui posaient des questions, directement sur Insta à nos invités. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Donc, je vais sélectionner 3 questions, mon cher Arnaud. La première, c'est instalil.b. Comment vous êtes collaborateur maintenant dans le groupe? Chez Number, c'est un peu plus de 700. Ok. Number, l'expertcomptable.com. Et chez Time, c'est un peu plus de 250. Ok. Du coup, comment tu fais, et ça c'est une question qui pose, comment faire pour gérer autant d'employés? Alors j'imagine que c'est pas toi qui les gères directement, mais du coup, comment tu fais pour gérer toute cette masse de personnes? Alors, je gère personne. Chacun se gère. Tu vois, on revient au début du truc. En fait, le plus simple, c'est de dire... C'est génial. Allez, Moi, j'ai personne à gérer. Franchement, on a des équipes. Alors, il y a 2 chiffres qui sont importants et qui sont importants d'avoir en tête. C'est 15 chiffre au-delà duquel une équipe vit mal. D'accord? Et le nombre qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui fait qu'une équipe va bien fonctionner. Le nombre d'interactions entre les personnes de l'équipe, ça varie. C'est n fois n plus 1 sur 2. Ça varie le carré du nombre de personnes. Donc, ça veut dire que quand tu passes de 14 à 20 dans une équipe, tu doubles les interactions. Puisque racine de 2, ça fait 1,40. Donc, c'est vraiment passer de 15 à 20, c'est vraiment une grosse étape. Donc, d'abord, des équipes limitées. Et l'enjeu, c'est plutôt moins de 10, où tout le monde se connaît et qui ont leurs objectifs et leur autonomie. Une autonomie... mais vraiment très, très importante de squad, et qui sont à l'intérieur de tribus dont on essaye de ne pas dépasser le nombre de 150. 150, c'est le nombre de Dunbar où tout le monde arrive à se connaître. Au-delà, c'est compliqué. Donc, en fait, tu as des tribus de 150 personnes qui sont hyper autonomes et des équipes à l'intérieur de ces tribus, des équipes. Et voilà. Et moi, je fais un point une fois par mois avec les leaders des tribus. Donc, les tribus ont 2 à 3 leaders. Les squads ont un leader, un deuxième leader ou un co-leader, ou même 2 parfois co-leaders. Et les gens moi, je gère personne. Chacun s'occupe de... Ils sont grands. Tout le monde est autonome. Tout le monde est... donc, je suis un joueur parmi l'équipe qui... c'est sûr que j'ai passé du temps à travailler sur des tableaux de bord, à avoir des tableaux de bord qui parlent à tout le monde, à écouter aussi tout le monde dans ce qui leur parle, dans ce qui est les meilleurs indicateurs. Et puis, une fois que tu regardes ces indicateurs, employé net promoter score, croissance, rentabilité, et puis voilà, t'as les bons indicateurs, chaque équipe avance, chaque tribu avance. Autre question hyper intéressante, alors j'en aurais 2, il y a Salma.2a et Claire et Swazik qui posent 2 questions. Alors, comment tu arrives à trouver l'équilibre vie pro, vie perso? Et Claire et Swazik, donc, qui gèrent les enfants à la maison. Donc, comment tu arrives, du coup, dans toute cette organisation? Est-ce que tu as une routine? À quoi ressemble ta semaine? Est-ce que tu arrives justement à trouver aussi du temps pour toi qu'on puisse aussi visualiser, tu vois? Parce qu'on aurait l'impression que tu travaillerais 24 heures sur 24, mais j'ai pas la sensation que ce soit le cas, tu vois. Non, effectivement, c'est pas le cas. Donc, j'ai 5 enfants, comme je te l'ai dit. Et c'est hyper important pour moi. Le temps que tu peux passer avec tes enfants, c'est quelque chose que tu rattraperas jamais. Parce qu'un jour, ils auront 17, 18 ans et ils passeront plus de temps avec toi. Et donc, ce temps, il est hyper précieux. Et le boulot peut attendre, pas les enfants. Et donc... alors, évidemment, le boulot que j'ai, il dépend des périodes. Moi, mon job, c'est de tuer mon job. C'est-à-dire que chaque jour, quand je fais quelque chose, je me dis comment est-ce que je pourrais faire pour que demain, ce soit pas moi qui le fasse et que ce soit pas mon job. Donc quand j'y arrive très bien, j'ai peu de boulot. Quand j'y arrive moins bien, j'ai plus de boulot. Ça m'arrive d'avoir un peu plus de boulot, d'avoir des crises à gérer, d'avoir des moments où je bosse beaucoup, ça m'arrive. Et puis il y a des moments où j'ai beaucoup moins de boulot, où je peux prendre beaucoup plus de recul. Et voilà, de toute façon...
Tu sais, tu connais l'idée des pierres. Hein. Si tu dois remplir un bocal et que tu mets des pierres, tu peux après mettre des plus petites pierres, des cailloux, etc., du sable. Et puis à la fin, tu peux mettre de l'eau. Et donc la conclusion que tu peux en tirer, c'est quoi? C'est que soit tu peux rajouter toujours quelque chose dedans, donc tu peux toujours rajouter quelque chose dedans, mais la vraie conclusion, c'est que si tu n'as pas mis les grosses pierres en premier, elles rentreront jamais. Et donc, les grosses pierres, pour moi, c'est le temps que je passe avec mes enfants et c'est m'occuper de mes enfants. Donc ça rentre quoi qu'il arrive. Et donc, je prends du temps avec ma famille. Et ensuite, oui, ça m'arrive de bosser. Alors, je bosse n'importe quand, en fait. C'est-à-dire que quand je dis je bosse n'importe quand, c'est que là, j'avais mes enfants, j'avais 4 sur les 5 qui passaient des examens cette année. Comme ils avaient bien travaillé pendant toute l'année, les quelques mois qui précédaient les examens, il fallait quand même réviser un petit peu. Tu m'étonnes. et donc, tu vois, dans ma routine, tous les soirs, à 17h30, j'essayais de m'extraire de tout pour passer du temps avec eux. Ça m'arrivait de rebosser après. Mais il y a vraiment une question de volonté de se dire, non, c'est une priorité pour moi. De toute façon, il y a tellement de choses à faire dans la vie que tu peux toujours jamais manquer de temps. En fait, donc, le temps, c'est une question de choix. Donc, si tu décides que c'est une priorité, tu trouves le temps. Je vois. Très clair. Dernière question que je vais te poser, que j'ai vu qui était intéressante. Alors, c'est Savin ou Savine Junior qui pose cette question et qui dit, du coup, comment toi, tu te vois dans 10 ans? Tu vois, il y a cet objectif, on a parlé de l'industrie, mais ce serait quoi ton rêve dans les 10 prochaines années? Ou qu'est-ce que tu aurais voulu avoir accompli? Là, tu as fait 20 ans, c'est quoi les 10 prochaines années? Dans mon rêve, elle continue comme les 20 dernières. C'est-à-dire que on a fait de la croissance dans les 20 dernières années. Je pense qu'il faut continuer à en faire. Hein. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une concurrence. Il y a des gens qui arrivent sur le marché avec des ambitions très fortes. Demain, avec des ambitions peut-être encore plus fortes. Donc, on est peut-être au moment où il y a cette fameuse taille critique. Tu sais, dans l'industrie automobile, chez Peugeot, on était plus de 100 000 et c'était folle. Le PDG à l'époque, il nous disait qu'on était trop petit. Donc quand tu arrives chez mon père dans une boîte de 10 salariés, tu te dis, ah mince, si on était trop petit à 100 000, là on est peut-être trop petit. Donc c'est important de grossir, à mon sens, pour pouvoir être compétitif et concurrencer et rester, continuer à s'adapter. Donc voilà, il y a un enjeu de continuer à croître pour survivre. Et moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai besoin de bosser pour mon équilibre. J'ai besoin de pas trop travailler pour mon équilibre. Donc là aussi, j'ai eu des itérations. Parfois, je bossais trop. Parfois, je bossais moins. Quand je bossais trop peu, j'étais finalement pas plus heureux. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Tu as appris à te connaître aussi au fur et à mesure. Exactement. Et à savoir, tu vois, la quantité de travail. Dans une semaine, je pense que je bosse 40 heures par semaine. Ouais. Je suis pas capable de faire plus en réalité. Je suis plus capable de faire plus. J'ai besoin de passer du temps à faire du sport, du temps avec mes enfants. Je fais, alors ça peut être n'importe quand, hein, c'est sûr. Ça peut être le samedi, le dimanche, mais et en semaine, ça m'arrive de pas bosser à des horaires de boulot. Je me sens libre de faire ça. Et donc cet équilibre, tant que Dieu me prête vie, je suis content de continuer. Et tu vois, au moins 15 ans comme ça, en essayant de faire, de me débrouiller pour que la boîte survive et pour que, tu vois, on est... il y a beaucoup de monde qui travaille dans les Vosges, pour Number, pour l'experta.com, pour Time. Et ces gens, ils ont cru dans le projet, ils ont cru en moi, ils ont cru en Régis, ils ont cru en l'histoire, ils y croient. Et on est dans une région où il n'y a pas... l'activité économique, elle n'est pas toujours florissante. Et donc, la boîte, elle doit avant tout survivre. Donc c'est ça l'enjeu. Hein. La pérennité de l'entreprise, c'est ça notre stratégie. Comment on fait pour survivre? On s'adapte. Et donc, s'adapter, ça veut dire faire plein de choses. Hein. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, si dans 10 ans, je suis encore en train de faire la même chose, je suis très content. C'est ça mon objectif. Du coup, je vais avoir peut-être mes petites questions à moi, perso. T'as rencontré un membre fondateur qui te suit encore aujourd'hui, Régis. Quelle est la relation que vous entretenez tous les deux? Et aussi, comment on fait vivre cette relation dans le temps pour aussi garder toujours une vision qui soit toujours la même et de pouvoir s'accorder. Et quand on s'accorde pas, comment on fait justement pour résoudre les problèmes? On épluche l'oignon déjà. Ouais, exactement. Alors, on est, déjà, on est
plus nombreux aujourd'hui, Oui, hein, bien sûr. évidemment. Enfin, on est plus nombreux dans l'entreprise, mais on est aussi. Enfin, l'entreprise s'est constituée avec des gens qui sont arrivés par la suite, et donc je fais aussi un clin d'œil à tous ceux qui nous ont rejoints par la suite, dont un certain nombre que tu connais, Bien comme sûr. Max, Amé, Greg, Audrey que tu connais pas, et tous les autres. Je peux évidemment pas. Oui, c'est bien sûr, les c'est le citer tous, mais collectif. voilà, Hein. il y a un collectif. Et comment on fait vivre une relation? Écoute, avec Régis, ça a toujours été hyper fluide. On est très différents. On n'est pas, je dirais pas que, tu vois, on part pas en vacances ensemble. On n'est pas amis au sens où on parle de boulot tout le temps quand on est Ouais. ensemble. Donc ça nous arrive à l'époque où on était dans les Vosges et on venait régulièrement à Paris, on dînait ensemble tous les soirs. On était à Paris et on parlait de boulot tout le temps. Voilà. Je Donc vois. tu vois, il y a vraiment une toute petite part pour le perso, et c'est notre mode de fonctionnement. On a cet équilibre et cette relation où chacun connaît son rôle, sa place, et chacun sait qu'il n'a pas que l'autre sera jamais un danger pour lui. Ouais, je vois. Tu vois, on se sent en sécurité dans une relation dans laquelle chacun sent qu'il apporte quelque chose et qu'il retire quelque chose, et qu'elle est équilibrée. Et voilà, donc c'est Hyper intéressant. Donc, ok, d'accord. Je vois bien l'idée. Est-ce que dans cette histoire que vous avez vécue, vous avez eu des moments de désaccord? Tu vois, j'imagine que oui, comme dans toute relation. Et comment ça se débug? Comment ça se résout? Alors, c'est pas arrivé souvent. Il y a eu une petite période, on a eu une petite crise sur l'année de 2010-2011, mais vraiment, c'est hyper rare. Ouais, Donc, ouais. on n'a pas besoin de débugger grand-chose, en fait. Ça remonte depuis C'est, longtemps. ouais, non, en 20 ans, franchement, La chance. c'est Tu vois. plus simple. Enfin, c'est une relation hyper stable. Hyper stable, je veux dire, et presque plus simple qu'une. Enfin, ouais, bon, c'est hyper stable. On va pas rentrer dans Je ne vais pas les rentrer détails. dans les détails. C'est voilà, donc. Super. Et je sais pas vraiment t'expliquer ça. C'est je ouf. sais pas vraiment t'expliquer ça. Parfait. Parce que après, c'est toujours, tu vois, il y a toujours un moment fondateur où on a un projet commun qui est compliqué. C'est-à-dire que dans le projet, il y a 3 sujets. Il faut qu'on réussisse à gérer les clients existants. Il faut qu'on réussisse à faire repartir un minimum de croissance, parce qu'une entreprise, c'est comme le vélo. Si tu vas pas assez vite et si elle fait pas de croissance, 0,99 puissance n, ça tend vers 0 à l'infini. Donc, si tous les ans, tu perds 1% de chiffre d'affaires, tu vas mourir à long terme. Donc, comment on fait pour redémarrer la croissance? Et puis, comment je fais moi pour avoir mon diplôme? Parce que j'ai besoin d'avoir le diplôme pour pouvoir acheter les parts de mon père. Donc, tu vois, ça, c'est l'enjeu de départ. On est tous les deux avec ces 3 enjeux-là à résoudre. Et donc, on y va, on se répartit les rôles. Et quand on a réussi à faire ça, on était vraiment à la vie à la mort, quoi. Tu vois, il y a un truc qui s'est créé. On a réussi un challenge qui était qu'on estimait quasi, enfin vraiment très compliqué. Et ça a été fondateur. Et après, je veux dire, tout a été fluide. Parfait, merci beaucoup. Arnaud, je vais te poser une dernière question avant de... Ouais, peut-être 2 du coup. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Tu vois, je pose ça à tous mes invités maintenant sur le podcast pour, je sais pas, y retirer une espèce de sagesse où tu dis ça, ça j'aimerais bien le partager, tu vois. Que ce soit pro ou perso, peu importe. Ouais, sur ton lit de mort, tu regretteras jamais de ne pas avoir passé assez de temps au boulot. Tu regretteras tout le reste. Donc, travaille moins. Je vois bien l'idée. Et le temps avec tes enfants est ce qu'il y a de plus précieux, et ça passe très vite. Et accompagne-les et passe du temps avec eux quand ils ont besoin de toi. Alors, ça me touche aussi beaucoup ce que tu dis, tu sais, parce que moi j'ai 2 enfants aussi, et je me dis, dans mon expérience aussi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui ont plutôt bien réussi, en tout cas en surface, en façade. Ils ont bien réussi leur entreprise, mais à quel prix? Et c'est vrai que le prix de la famille, ça c'est quelque chose que les gens payent beaucoup, sauf qu'une fois que tu as fait le chemin, du coup à la fin tu regardes derrière, tu te dis ah mince. Et en fait, je pense que c'est un super conseil, parce que on voit bien aussi les dommages collatéraux quand on voit les enfants comment ils sont quand ils ont été délaissés. Et du coup, ça crée quelque chose
qui, dans l'impact dans la vie ou ce que tu vas laisser, peut-être tu auras laissé une bonne entreprise, mais il y a des gens aussi qui auront eu besoin de toi et qui n'ont pas l'attention suffisante. Donc, ça me parle beaucoup, ce que tu me dis. Un autre livre, ou un autre, peut-être juste pour clôturer cet épisode, toi, tu m'as ramené 2 bouquins qui est très sympa. Donc, Leader efficace de Thomas Gordon. Donc, l'efficacité par la collaboration. Je vous le mets ici. Vous aurez les descriptions de cette vidéo. Dans cette vidéo, pardon, en bas. Et puis, celui-ci de Frédéric Laloux. C'est bien ça? Ouais. Reinventing Organizations. Yes. Est-ce que tu as d'autres bouquins ou d'autres ouvrages qui t'ont profondément marqué, toi, dans ta vie? Tu vois, que tu pourrais recommander? Merci pour les cadeaux. Écoute, avec plaisir. Alors, tous les bouquins de Gordon, de CNV, Marshall Rosenberg, Communication non violente, ceux de Carl Rogers qui sont un petit peu plus arides, c'est vraiment extraordinaire. Et les bouquins autour de plus entreprise, donc cette fois Isaac Getz, l'entreprise libérée, en plus donc est plus connu que celui de Laloux. Ça, c'est des bouquins qui ont été fondateurs, ouais, pour moi. Trop bien. Merci beaucoup, mon cher Arnaud, de m'avoir fait l'honneur d'être dans cet épisode. J'ai pris un grand plaisir. En tout cas, merci à toi, Nico. C'était un grand plaisir. Ouais. Trop bien. 1000 merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez kiffé, naturellement, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les likes, les 5 étoiles sur les différentes plateformes. Si vous souhaitez naturellement vous former à l'outil Time, vous avez en bas de cette description la formation pour pouvoir y accéder directement sur la plateforme Counter. Sachez aussi que Time et Number recrutent aussi sur Counter, donc vous pouvez aussi retrouver toutes les offres en bas dans cette vidéo. Et je milite aussi beaucoup sur les doubles compétences dans la filière comptable et financière. C'est pas parce qu'on a fait de la compta qu'on doit faire ça aussi toute notre vie. On peut aussi mettre cette expérience et cette compétence au service d'outils technologiques. Donc par exemple pour Time, pour bosser au support, aux produits, etc. Donc allez-y directement. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur. Arnaud, merci et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Salut!